Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. 13, un numéro qui porte malheur ou bonheur selon les superstitions. Espérons que pour nous, il nous portera chance. J'ai envie de dire, il y a intérêt, aucune envie d'avoir une tuile qui nous tombe sur la tête au début de l'année. À Paris, il n'y a pas énormément de toits avec des tuiles, donc je pense qu'on est plutôt tranquille. C'est bien vu. À la limite de l'ardoise. Oui. D'ailleurs, je crois que les toits parisiens, ils sont au patrimoine de l'UNESCO. Ah, c'était l'anecdote Non, c'est vrai. D'accord, ouais, magnifique, merci. De rien. Du coup, pour en revenir quand même au podcast, parce qu'on est là pour ça, on s'est pas mal creusé les méninges, Morgane et moi, sinon pour avoir un sujet qui fâche, qui soit lié à l'actu, et avec les nombreux retours au sujet d'Astérix un peu partout, que ce soit sur Allociné, Sens Critique ou les réseaux sociaux, le film sur lequel on donnera notre avis un peu plus tard. Il y a quelque chose qui a fini par émerger à force de discuter au sujet des comédies françaises. Oui, Julie, tu fais bien de le dire. Et c'est également un sujet qui rejoint nos différentes observations et réflexions autour de la baisse de la fréquentation des salles qu'on a pu évoquer dans plusieurs numéros. C'est vrai qu'on a pas mal, Morgane, tourné autour de ce sujet-là. Oui, on a souvent évoqué le désamour grandissant du public pour les comédies françaises. Donc cette fois, ça y est, on met les pieds dedans. C'est donc parti pour notre sujet qui fâche. Ah, les comédies françaises, ce genre mis au rebut par l'intelligentsia du 7e art. Les comédies françaises, c'est bête, sale et populaire. Ça n'aurait rien de noble ou d'artistique. Mais en même temps, les comédies françaises sont les premières pourvoyeuses de carton au box-office national, ce qui fait que des films comme Intouchables, Bienvenue chez les Ch'tis, ou Astérix et Obélix Mission Cléopâtre côtoient historiquement des blockbusters américains comme Titanic, Avatar ou Autant en emporte le vent. À part Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, je crois que j'en ai vu aucun au cinéma au final. Je les ai à chaque fois rattrapés quand ils passaient à la télé, sur TF1, France 2 ou que sais-je. C'est vrai. Ouais. Moi, je suis une fausse cinéphile. Pour l'anecdote, je suis allé voir Intouchable à sa sortie, je sais plus quelle année, en 2011 je crois, ou 2012. T'avais aimé le film, Morgane ? Alors attends, je vais y venir. Ça fait partie de l'anecdote. Pardon. Du coup, je sors de la séance, ça doit être une des premières séances du film. Il venait de sortir. Et je regarde mes potes et je me dis, ce film est nul, il ne va pas marcher. Tu leur as dit que le film n'allait pas marcher ? Et bam, 18 millions. D'accord. Écoute, si tu as des conseils pour la bourse d'actions qui vont péricliter, n'hésite pas. Parfait. Donc pour forcer le trait, les comédies françaises sont le dernier rempart contre l'américanisation du goût populaire des Français en matière de cinéma. Pourquoi les comédies françaises marchent tant que ça ? Bergson, dans son essai Le Rire, analyse la fonction sociale du comique. La comédie sert la société en soulignant nos tendances antisociales et en nous invitant à rire d'elles, ce qui nous encourage à les corriger. Mais une tendance se confirme depuis quelques années et menace tout un système. Les comédies françaises ne font plus autant rire et donc beaucoup moins d'entrées. Mais alors pourquoi les comédies françaises ne font plus rire ? C'est notre sujet qui fâche d'aujourd'hui. Julie, tu peux me citer la dernière bonne comédie française que tu as vue au cinéma ? Ça remonte. Enfin, sur les 200... alors, on le rappelle, chaque année, il y a, 200 et quelques films français qui sortent au cinéma. Merci la chronologie des médias. Une bonne proportion de ces 200 films sont des comédies. C'est vrai que c'est un peu le cheval de bataille national et pas qu'à cause du sanglier d'Obélix. Donc pour te répondre, Morgane, je dirais que c'est... Edmond en 2019, c'était une comédie, non ? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je prends Edmond parce que j'avais beaucoup rigolé. C'est la fameuse adaptation de la pièce de théâtre de Alexis Michalik pour le cinéma. J'ai pas vu d'ailleurs la pièce auparavant. Et d'ailleurs, c'est lui qui a réalisé sa propre adaptation, c'est ça ? Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche. Excuse-moi.
C'est pas grave. J'avais passé un super moment devant, notamment grâce à la qualité d'écriture et le jeu parfois un peu appuyé des acteurs très théâtrales, justement, qui m'avaient pas mal emporté. Je suis assez bon public en vrai. Dès qu'une comédie, elle me fait sourire, je suis contente. J'estime que j'ai pas perdu mon temps. Voilà, ça me satisfait. Tu parlais du Astérix Mission Cléopâtre ou d'un Bienvenue chez les Ch'tis. Ça m'a donné envie, par curiosité, d'aller voir des listes sur Internet des meilleures comédies françaises pour répondre aux sujets qui fâchent. Donc, par exemple, j'ai pris celle du site Sens Critique qui est basée, donc les meilleures comédies, qui est basée sur les réponses de plus de 2200 spectateurs. Ça commence à faire. Enfin, c'est un bel échantillon. Et on remarquera une chose. Pour trouver dans cette liste un film récent qui est estimé drôle, soit on va dire un film qui a bien moins de 10 ans, donc un truc récent, quoi. On tombe à la 32e place avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? 2014 pour rappel, donc on triche un peu, enfin je veux dire c'est 9 ans, mais c'est pas si récent que ça. Et sinon, si on cherche encore plus récent, c'est pire. Il faut tomber vers la 80e place, quelque chose comme ça. C'est le film Le sens de la fête où il y avait Jean-Pierre Bacri et ça date de 2016. Quand on dit que les comédies françaises ne feront plus rire, ça veut surtout dire qu'en fait, elles sont plus vraiment plébiscitées par le public. Ça fait plus de chiffres énormes. Il y a pas qu'une explication, Morgane, à ce phénomène. Enfin, il y en a qui sont évidentes. Il y en a d'autres moins. On peut que faire des suppositions. Ouais, Julie, je pense que pour moi, la raison la plus évidente, c'est tout simplement que le public a changé. On le sait, ces films cherchent à réunir un public, surtout un public jeune. Or, ce dernier, il n'est plus réceptif à l'humour qui fait mouche au box-office depuis 15 ans. Et du coup, il y va plus. Bah c'est ça, il a plus envie d'y aller. Je parle des comédies qui ont emboîté le pas du carton de Bienvenue chez les Ch'tis, donc en 2008. La comédie sociale, qui se base sur les confrontations entre deux mondes qui sont forcés de cohabiter. Dans le film de Danny Boone, c'était un gars du Sud qui se retrouvait muté dans le Nord. La première chose qui lui arrive, quand il arrive dans le Nord, il pleut. Ce procédé, il était pris, repris, usé à l'excès dans des films comme Intouchable, comme on en a parlé. T'en as aussi parlé de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 2014. Également les 2 suites de ce film. Ou encore les 4 films des Tuches, jusqu'à des formes qui sont complètement dégénérées, comme Si j'étais un homme d'Audrey Dana, où l'actrice se réveille avec un pénis. C'est bien ce film, tu l'as vu ou pas ? Alors non, si je peux me permettre, c'est nul à chier. D'accord. Très bête comme film. Donc si on regarde les 2 grosses sagas nées dans les années 2010 que je viens de citer, il est intéressant de noter que si les premiers, deuxième, voire troisième films pour les Tuches avaient littéralement cassé le box-office, on peut le dire, les dernières moutures de ces sagas ont réalisé des scores plus normaux, à peine plus de 2,4 millions de spectateurs. Cela dit, vu le coût des Tuches, je suppose que ça a été vite remboursé. Comment ça ? Le coût de production. Ah non, ça coûte cher les Tuches, je crois. Ah bon, ça coûte surtout cher ? Le dernier, le 4. Enfin, je sais pas, moi tu me dis les Tuches, je m'imagine pas que ça coûte si cher que ça. Alors, dans mon souvenir, le premier c'est au moins 10 millions. Ah bon ? Et avec le deuxième qui se passe aux États-Unis, je pense que le budget a grimpé. Alors oui, effectivement, s'il a fallu envoyer toute l'équipe aux États-Unis, ça devait coûter plus cher. C'est ça. Donc certes, il y a eu le Covid, mais regardez en 2022 les scores des comédies françaises et vous verrez qu'il y a un début de crise pour les modèles qui sont mis en place depuis des années. Et même les comédies débiles surfant sur une sorte d'humour à l'américaine, comme le fait... on va dire si bien la bande à Fifi. Alors la bande à Fifi, c'est à peu près qui ? En fait, c'est Philippe Lachaud, l'humoriste, et toute sa bande où il réalise des films lui-même. Il joue dedans, donc il avait fait Babysitting et sa suite. Et après, ils ont fait d'autres films. Ils ont fait Épouse-moi mon pote, qui avait été taxé d'homophobie, ce qui est vrai en soi, où en fait tu dois avoir c'est Tarek Boudali, Boudali c'est ça, qui joue son meilleur ami, qui doit quitter, qui a plus de visa en fait. Il est marocain, je crois, ou algérien, je ne sais plus. Il doit quitter la France et en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se marient en fait. Super, c'est glorieux. C'est pas le film le plus glorieux, mais voilà, c'est de l'humour qui marchait en tout cas et que ça commence à s'essouffler. Par exemple, Super Héros malgré lui, qui est sorti l'année dernière, il est resté sous le seuil des 2 millions de spectateurs. Ah, c'est pas énorme.
Tandis que Menteur, avec Tarek Boudali, qui pour le coup n'est pas un film entre guillemets de la bande à Fifi, parce que c'est un film d'Olivier Barou, de Cadet Olivier, qui avait notamment réalisé, je crois, Les Tuches. Le film, il est carrément resté sous les 1 million de spectateurs cet été. Sous les 1 million? Ouais, c'est pas énorme. Alors sorti pendant l'été quand même. D'ailleurs, l'été, au passage, oui. Morgan, est-ce que c'est une période qu'on pourrait dire propice à ce genre de film, aux comédies, justement? En fait, au niveau l'été... du box-office, je veux dire. Tu veux dire, est-ce que l'été, c'est une période pour les comédies au box-office? Propice, oui, c'est-à-dire dans le sens où l'été, c'est une bonne période pour les comédies, pour éventuellement marcher, quoi. Oui, en fait, l'été, en règle générale, l'été, c'est une période qui est propice pour le cinéma, en règle générale, donc. Et les comédies, oui. Comédies comprises, non. Ne dérogent pas à la règle. Notamment, les comédies profitaient, je crois, beaucoup de la semaine du cinéma, ou la fête du cinéma. Voilà. Ah, mais oui, parce que les tarifs sont réduits. Effectivement, les gens vont aller voir des comédies à cette occasion-là. Voilà, pour le coup, Menteur, lui, est sorti en fin juillet, début août, je crois, donc c'était après, mais bon, que le film fasse moins d'1 million de spectateurs, c'est quand même... très peu. Elle a sorti ces jours-ci, donc d'Alibi.com 2 est un vrai test, parce que, pour rappel, le premier, il avait quand même réuni 3,5 millions de spectateurs. Donc là, on va voir si la tendance se confirme, ou en fait, si c'était juste c'était juste quelque chose de passager. On verra effectivement si Alibi.com fait autant que le premier. Enfin, moi, c'est tout ce que je souhaite au film de toute façon. Mais enfin, si le but c'est de toucher les jeunes, c'est sûr que là, pour prendre les comédies au global, ça va être plus compliqué parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, si on prend les jeunes, ils se sont rabattus pour le volet comique sur, on va dire, 2 domaines hors de la salle de cinéma. Le premier qui vient à l'esprit, naturellement, c'est quoi? C'est les fameuses séries. Et il n'y a pas de raison pour que dans un registre comique, on échappe à la règle. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux et ailleurs le plébiscite de La Flamme ou Le Flambeau avec Jonathan Cohen. Oui, c'est sur Canal+, je crois. Oui. Et sur Canal+, aussi, il y a eu des séries qui ont eu un certain succès, notamment OVNI. C'est vrai. Voilà, c'est vraiment devenu le berceau en fait des comédies françaises, la série Canal, quoi. C'est ça. Et en dehors des séries, il y a un autre créneau, c'est YouTube. Il n'y a qu'à voir les scores parmi certains YouTubeurs dont les chaînes ont une vocation humoristique, entre autres, mais pas que. Enfin, je veux dire, je vais prendre le nom le plus bateau qui soit, je vais parler de Squeezie, pour comprendre que la recherche du comique, en fait, elle n'est plus qu'au cinéma, elle s'est diluée. Et d'ailleurs, tu as raison de citer Squeezie, parce que c'est déjà, c'est le youtubeur numéro 1 français, et il a tendance à inviter des comiques. Ouais. Là, récemment, Eric et Ramsey, oui, donc c'est pas du nom dégueu non plus. Voilà, quoi. Et il fait des vidéos d'1 heure où il joue à des jeux, enfin, c'est très drôle. Et voilà, c'est devenu une nouvelle forme de comédie, quoi. Alors, on va me dire, oui, mais ça, c'est pas du cinéma, mais c'est pas la question. La seule chose que je veux dire, c'est que cette tranche-là d'âge, donc on va dire les jeunes, au lieu de rire au cinéma, en fait, avec le Covid, ils ont décidé de rire, mais plus depuis chez eux. Enfin, je veux dire, le Covid, voilà, on va plus au cinéma, les salles sont fermées, on reste chez soi sur Internet. Forcément, on va se contenter, j'ai envie de dire, de regarder des vidéos sur un petit écran et on va en sortir difficilement. Enfin là, à l'heure actuelle, on en est là avec un cinéma de comédie qui, du coup, parlera peut-être à une tranche d'âge plus élevée, mais qui va toucher beaucoup moins les jeunes, même si c'est pas faute d'essayer. Enfin, si je caricature, mais j'espère ne pas trop dramatiser, moi, ça me fait penser au théâtre de boulevard. Enfin, le théâtre de boulevard, notamment à Paris, il y a pas de gens en dessous de 40 ans qui y vont massivement. On va pas se leurrer. Imaginons dans le pire des cas, en fait, la comédie française, ça devient ça. C'est-à-dire, ça devient un rendez-vous. Donc, la salle, la comédie française, un rendez-vous en salle pour certaines tranches d'âge qui sont bien plus élevées qu'elles ne l'étaient il y a ne serait-ce que 10, 15 ans avant, quoi. Ouais, c'est ça, Julie. Et puis même, en parlant de YouTube, et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que tu regardes les films, si les comédies les font plus rire les jeunes,
et que à côté, enfin au cinéma je parle, et que à côté tu as YouTube qui te fait marrer, enfin littéralement ça les fait marrer les jeunes, pourquoi tu vas t'embêter à aller voir un film Bien en sûr. salle? On y reviendra plus tard, Morgane, mais c'est aussi peut-être une question de temps, d'approche et de code, en fait. Ouais, et puis comme je disais, le rire est social, via ce que disait Bergson. Et ben, si tu rigoles et que tu partages ça à tes potes, et ben, tu crées une émulsion, Oui, un il y a truc. une fonction très sociale là-dedans que le cinéma n'est plus forcément capable d'offrir à ces personnes-là. Et c'est pour ça que je vais même aller plus loin, en fait, dans la liste des médiums où le comique s'est dilué, il y a les réseaux sociaux en général. Oui, TikTok et d'autres. Voilà, au-delà de YouTube, tu as Snapchat, Instagram, TikTok, même Twitter en vrai. Même Oui, si Twitter retweet des vidéos qui peuvent être sur Instagram ou etc. Bien sûr, non, c'est vrai que Twitter a toujours fait office d'agrégateur d'autres réseaux sociaux avec des vidéos qui deviennent virales quand Voilà. elles sont récupérées là-dessus. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire une vidéo, elle est virale quelque part, elle se retrouve sur d'autres réseaux sociaux, les médias en parlent, tout le monde rigole de la vidéo. Bon, bah, ça c'est quelque chose qu'on voit plus trop par rapport au cinéma comique, ou alors si on le voit quoi? On le voit pas positivement, on le voit négativement. C'est-à-dire, moi, ces derniers mois, qu'est-ce que j'ai souvent vu? J'ai vu des extraits de films censés être comiques, être partagés notamment sur Twitter ou même sur TikTok. Non, YouTube, non, pour des raisons de droit. Donc, on va dire sur Twitter et sur TikTok. Et souvent pour dire, oh, regardez ce film-là, cette comédie française, regardez le malaise. C'est-à-dire qu'on rigole pas du film, on ne rigole pas par rapport à ce qu'il y a dans le film, on rigole sur le film, on rigole contre le film. C'est ça qui s'est souvent passé. Ouais. Et notamment sur Astérix, ça s'est encore passé avec une séquence où il y a Guillaume Canet et Jonathan Cohen. Oui, c'est vrai, alors que c'était un extrait promotionnel de Canal+. C'est ça. Ça s'est retourné. Pour dire le bad buzz au sujet de ce film. Ouais, c'est ça. Sur lequel on reviendra. Donc les réseaux sociaux, c'est devenu un nouveau lieu qui fait rire les nouvelles générations. Et d'ailleurs, on parlait des choses qui deviennent virales. Je me souviens, c'était pendant le Covid, je sais plus, mais celle qui avait fait la vidéo sur les paillettes dans ma vie, Kevin, là, oui. Bah, elle a fait une série. Bien sûr, ça l'a fait décoller au final. Bon. Et donc, pourquoi ces nouveaux lieux sont importants, je parle de lieux, mais d'endroits symboliques, hein. Ils s'identifient, les jeunes, et se reconnaissent dans ce qu'ils voient. Et c'est le meilleur moyen pour faire tourner une vidéo, une image comique. Il est en tout cas clair que l'enjeu principal pour la comédie française, c'est de faire revenir un public jeune. Plusieurs solutions s'offrent à elle. Et une principale, elle peut offrir une place de premier plan aux nouvelles stars de la comédie sur Internet. Bon, mais les auditeurs vont crier, hein, mais on peut pas nier que YouTube, aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent du Canal d'hier. Canal+. Ces gens, ils fonctionnent en bande, ils sont réunis sous la bannière de YouTube, comme l'étaient à l'époque les Nuls, puis Eric et Ramzy ou les Robin des Bois, ou Omar et Fred. Il y a eu des tentatives de faire des films avec des YouTubeurs qui, certes, n'ont pas été grandioses. Il y a un truc super nul avec Norman, pour citer un nom interdit, c'est vieux le film, qui se moque de Paranormal Activity. Ça me dit vaguement quelque chose. C'était un footage complètement naze. Il y avait aussi le Manoir. En fait, ils ont souvent essayé de faire des comédies horrifiques très ratées. Et aussi, Mais alors, ces productions-là, pardon Morgane, c'était des productions faites par uniquement des influenceurs de YouTube ou des projets initiés par le milieu du cinéma tel qu'on le connaît, dans lequel étaient insérés des youtubeurs? Non, c'est... en fait, je peux pas te dire exactement de qui ça vient, mais en tout cas, ça impliquait énormément les gens de YouTube, en tout cas. D'accord. En fait, ma question, c'était si c'est des films plus ou moins faits par des gens de YouTube tout seuls ou avec l'expertise du monde du cinéma. Je vais te mettre l'expertise entre guillemets. Je pense que c'était un coup d'opportunisme pour certaines boîtes. Peut-être qu'il y avait IGC dans l'histoire, mais voilà. D'accord. Voilà, et après, ils ont laissé la main, enfin, tout ce qui était créatif. Oui, ils ont laissé les influenceurs se débrouiller, quoi. Voilà. Et donc, il y a eu aussi le cas, des films qui n'ont pas rencontré de succès, notamment la web-série Le Visiteur du Futur, dont le film n'a fait que 330 000 entrées. Je croyais que c'était plus Le Visiteur du Futur. Ouais, et puis on nous a bassiné, le film va marcher, ça citait Kaamelott, mais en fait, Le Visiteur du Futur, il faut pas se mentir, c'est quand même un truc de niche.
même si ça a fait, il y a pas mal de gens qui ont regardé, hein. Je crois que ça a fait des millions de vues, mais Bah voilà. oui, c'est très honnête. Hein. Au cinéma, c'est pas la même chose. Donc, on ne parle pas de Squeezie et ses presque 18 millions d'abonnés, ou encore des 7,2 millions d'abonnés de McFly et Carlito. Et d'ailleurs, il est remarquable qu'un film de l'échelle d'Astérix et Obélix, Alors, l'Astérix et Obélix, là, qui est en salle. L'Empire du Milieu, et recours à ces deux stars de YouTube, hein, McFly et Carlito, et ceci même pour un simple caméo. Ce genre de pratique, elle risque de devenir de plus en plus courante avant de voir éventuellement arriver des films avec des influenceurs dans les rôles principaux. Quand tu dis de plus en plus courante comme pratique, Morgane, en fait, ça va peut-être même devenir dans les comédies la norme. C'est-à-dire, Ah oui. Si ça se trouve, dans 5 ans, on ne verra plus de comédie française sans, à minima, des caméos d'influenceurs, de youtubeurs, etc. Enfin, je veux dire, ça paraît complètement plausible dans le monde de demain. Oui, complètement. Et puis, de là, voir aussi, comme je disais, des films avec les influenceurs dans les rôles principaux. Mais pour ça, il faudrait qu'ils soient bien entourés artistiquement, contrairement à ce qui a pu se faire avant. Car le passage du format court au long format, il est périlleux. Et surtout que le cinéma français, il n'est pas... il faut pas qu'il ait d'aptitude snob à l'égard de ces pratiques-là et de ces gens-là. On dit souvent que le cinéma français, c'est une grande famille. Oui, cette famille, elle doit peut-être adopter des nouveaux arrivants en leur donnant une place plus grande qu'un caméo. Mais enfin, et c'est l'inconnu total. Je sais pas très bien comment ces gens sont considérés du côté de ceux qui ont non pas les moyens de réalisation de faire un film, mais carrément le portefeuille. Je veux parler des producteurs. Il n'empêche que c'est comme si ces deux mondes, quelque part, se reniflaient sans jamais se lier, sûrement avec des a priori côté industrie cinématographique vis-à-vis de gens plus vus comme des influenceurs, c'est-à-dire, on va pas se cacher, on va pas se mentir non plus, de manière péjorative, que comme un mélange des genres potentiellement bénéfiques à tous. Reste au cinéma à franchir le pas s'il le veut bien, parce que je pense que de l'autre côté youtubeur-influenceur, à mon avis, ils attendent que ça. Hein. Enfin, ça fait toujours une ouverture côté business, quoi. Puis le cinéma, ils en rêvent au fond, tu le sens. Bien sûr, c'est pour l'instant, ça se jauge, mais d'ici combien de temps ça va finir par se faire. Enfin, on va quand même nous dire qu'on a fait que parler, toi et moi, Morgane, de marketing, plus que du fond de l'affaire. Parce que oui, je sais, une comédie, c'est d'abord de l'humour, et donc c'est de l'écriture. D'accord, donc laissons de côté l'aspect, on va dire, monsieur loyal et vente. Là, je sais pas comment procéder dans le fond. D'ailleurs, premièrement, parce que c'est pas mon métier, mais après, pour la forme, je reste convaincue que dire on peut pas rire de tout avec tout le monde, moi je considère que c'est faux. Je crois qu'il y a une forme d'humour qui est universelle, qui peut railler les gens, pas railler les pauvres. Un humour en fait qui est bien plus que de l'humour qui sombre facilement dans la moquerie grotesque ou tout simplement le racisme, pour parler d'un reproche souvent fait par les nouvelles générations aux comédies françaises. Enfin, le hiatus, il est peut-être là aussi. Oui, tu as raison, Julie. Il suffit de voir le genre d'humour qui buzz et qui fonctionne. Il faut se demander s'il ne doit pas évoluer. Notre époque, elle est moins portée sur les blagues racistes, homophobes, les caricatures. Le meilleur exemple, c'est quand même le sketch des Chinois de Kev Adams et Gad Elmaleh qui avait été fait pour la télévision, pour une émission, je ne sais plus laquelle, et il s'était fait complètement défoncer sur les réseaux sociaux, quoi. Preuve au passage que ces gens-là appartiennent aussi peut-être, je dis peut-être, j'en sais rien, mais quelque part à une sorte d'ancien monde de la comédie. C'est ça. Ou alors, ça fait rire, mais si c'est incarné justement par les figures des communautés qui étaient auparavant moquées et parodiées. C'est ce qui explique pour moi le succès d'un Jean-Pascal Zadi, qui est excellent en demeurant, entre ce qu'il a fait avec Tout simplement Noir et sa série En place sur Netflix. Ou bien le succès d'un humoriste comme Paul Mirabel qui joue de sa persona de petit blanc fragile. C'est aussi sur ces comiques d'aujourd'hui et de demain que la comédie française elle doit se reposer plutôt que de proposer éternellement les mêmes films avec Christian Clavier, Franck Dubosc ou Danny Boone. Alors c'est sûr qu'il y aura toujours un public indécrottable pour les Clavier, Dubosc et Danny Boone, mais clairement en dessous de 40 ans, je prends 40 ans à chaque fois, mais je pense que c'est un bon âge d'analyse.
Je pense pas que les gens aient spécialement envie de se déplacer pour voir du Clavier, du Dubosc ou du Boone au cinéma. Encore que Danny Boone... Oui, bon, allez, on va dire qu'il fait un peu figure d'exception. Voilà. Mais après, tu me dis 18-25 ans, j'y crois pas une seule seconde, Morgane. Non, c'est sûr. Et toi, t'as des noms qui te viennent en tête, Julie ? Bah, disons en vrai que sur les films récents que j'ai vus, oui, j'aurais envie de citer Jean-Pascal Zedy parce que bon, moi, il me fait pas mal marrer. Sinon, il y a le comédien humoriste Bunyamin que j'avais adoré, en espèce de clochard céleste dans le film Problemos, où on trouve aussi Éric Judor à la fois à la réal et dans le casting. Je voulais aussi mentionner Mela Bédia, actrice et humoriste, surtout connue pour être la sœur de Ramzy Bédia. Enfin non, surtout, non, c'est pas gentil pour elle. Disons que c'est son frère qui est surtout connu. Elle, je trouve qu'elle mérite vraiment d'être plus connue. Et je l'ai trouvée très bien dans le film où elle joue justement avec son frère, qui est Youssef Salem, a du succès. D'ailleurs, il est actuellement en salle. On n'en a pas parlé au podcast Arrêt Caméra. Si vous voulez aller le voir, c'est l'occasion ou jamais. Ouais, c'était pas mal. Et d'ailleurs, j'en profite, je t'avais demandé quel était le dernier bon film, bonne comédie française que tu avais vu au cinéma. De mon côté, c'était Problemos de Éric Judor, qui est excellent. Donc ça fait... Tu considères, Morgane, que la dernière bonne comédie française que tu as vue au cinéma, c'est 2017 ? Ouais. On est en 2023 ? Ouais. Ah la vache, ça remonte. Ouais. Enfin bon, après avoir tenté de trouver éventuellement une nouvelle voie vertueuse pour la comédie française, il est l'heure d'attaquer tout ce que ne doit pas être une comédie française en 2023, tout en essayant d'être branché, c'est-à-dire ce qu'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Indépendamment des dessins animés, Astérix et Obélix est le 5e film en prise de vue réelle, je préfère le dire en français que live action, adapté de la BD qu'on ne présente plus, créée par Goscinny et Uderzo. On retrouve pour la première fois dans le duo de Gaulois Guillaume Canet un Astérix qui pour l'occasion est aussi le réalisateur du film et Gilles Lelouch en Obélix. Côté voyage, c'est en Chine comme l'indique sobrement le titre. Comment vont-ils se retrouver là-bas, Morgane ? Alors, l'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état fomenté par Deng Xiaoping, prononcé Dancing Queen comme la chanson d'Abba. Au moins, c'est pas raciste. Prince félon. La princesse Fouilly, fille unique de l'impératrice, part en Gaule chercher l'aide d'Astérix et Obélix. Les deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr d'aider la princesse à sauver sa mère et libérer son pays et partent pour une grande aventure vers la Chine. Seulement, César et sa puissante armée, toujours en soif de conquête, ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu. On apprendra à personne qui nous écoute que Guillaume Canet est pris dans la tempête médiatique en ce moment pour tout un tas de raisons, parmi lesquelles la principale reste que cet Astérix est accusé d'être tout simplement mauvais, au sens où déjà il ne fait pas beaucoup rire. De mon côté, Morgane, je confirme, je n'ai pas ri, voire à peine souri pendant les 2 heures du film. Et toi ? Moi, je crois que c'est le film le plus cringe que j'ai pu voir au cinéma depuis des lustres. Alors, au moins, on n'a pas pleuré, mais c'était tout comme. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas les seuls, parce que dans la salle, personne n'a ri. Alors, personne n'a ri, c'était hallucinant. Alors, on a fait une séance où il y avait pas mal d'enfants qui ont été plutôt bon public, mais alors, je crois que de toute façon... mais je sais pas comment le dire, je veux pas être méchante ou méprisante, c'est pas le but non plus, mais... Enfin, je veux dire, de toute façon, les enfants, ils en rient parce qu'ils sont bon public. Ah non, mais c'est pas méprisant. C'est vrai qu'ils vont avoir plus tendance à rigoler sur des choses que des adultes. Donc, si j'ai pas ri, ou plutôt si j'ai ri, mais des rires de gêne, on va dire. On touche là le problème principal de ce 5e film Astérix. C'est une comédie écrite et réalisée par un réalisateur qui n'est pas drôle. Guillaume Canet, il est plutôt spécialiste de l'autoflagellation. C'était notamment le cas avec Rock'n'Roll, qui était un ego trip monstrueux qui, du coup, dans son côté monstrueux de je m'autoflagelle, pouvait être un peu drôle. Ou alors, il est aussi spécialiste de l'humour aigre-doux, comme dans Les Petits Mouchoirs et sa suite. C'est tout sauf quelqu'un d'expérimenté dans l'humour grand public. Alors certes, il a collaboré avec les co-scénaristes des Tuches,
mais il faut croire que ces derniers se sont fait bouffer par Canet. Tout le personnage dépressif d'Astérix dans le film, c'est du pur Canet. D'ailleurs, au passage, tu parles du Astérix version dépressif, mais moi, je comprends pas à quel moment, au moment de l'écriture du scénario, ils se sont tous dit, on va faire 2 heures de film, alors quasiment 2 heures, 2 heures de film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, et Astérix et Obélix, ils sont pas très amis. C'est bizarre, enfin ça tient pas, je trouve. Mais à la limite, pourquoi pas, mais du coup, faites Ouais, des blagues drôles. Non, mais et même, enfin je veux dire, Astérix, la BD en soi, enfin si c'est cool, si c'est sympa, c'est parce qu'il y a 2 potes qui sont dedans, et il y en a un qui est complémentaire de l'autre. Donc là, en fait, tu fais 2 heures complètes sur une dispute, c'est très très lourd. Ouais, après, oui, non, t'as raison. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, moi, je vois pas où je lis pas un Astérix pour me prendre la tête. Enfin, alors il y a une petite dispute. Je me dis, oh les pauvres, ils vont se rabibocher. Et ils auraient dû se rabibocher bien plus vite qu'ils ne l'ont fait dans le film. Enfin. C'est vrai. Après, moi, je pense à un film excellent, voire limite un chef-d'œuvre, des frères Farelli qui s'appelle 2 en 1, où c'est des frères siamois qui, bon, le film. Il dure 2 heures. Au début, il explique que tout va bien, mais au bout d'un moment, ils en ont marre d'être collés. Et on leur propose de se décoller. Ils le font et ils sont contents parce qu'ils s'embrouillent. Et voilà. Mais après, à la fin, ils se rabibochent. Mais c'est très drôle. Donc en fait, quand t'as des bonnes blagues, ça va. Mais là, c'est le néant, quoi. Je suis pas sûre que ton exemple des frères Siamois Morgan soit approprié pour parler d'Astérix et Obélix, mais c'est pas grave. Bien essayé. C'était pour dire que s'ils avaient essayé de faire une bonne comédie avec des bonnes blagues, à la limite, ça aurait pu passer. Non, mais enfin, à la limite, je dirais surtout que Canet et compagnie ont essayé d'être originaux, je pense, et de sortir de ce qu'on connaît de Astérix et Obélix. Bon, bah, il y a une intention, quoi. Bon, après, voilà, moi, je vais revenir. Le côté original, c'est quoi? Il est dépressif parce qu'il essaie d'être woke. Oui. Il veut devenir végétarien. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? c'est... Le wokisme est le concept qui ne dit pas son nom d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'est ça. Donc on va pas se mentir, c'est de l'humour de boomer, comme on peut entendre à des dîners de famille craignos ou lire sur les pires contre-actes de Twitter. De fait... Oui, c'est genre tonton Michel qui dit à sa nièce, je comprends pas, pourquoi tu manges pas de la viande? Bon, bah mange du poisson, quoi. Ouais, enfin, limite pire, c'est... ça te dérange si je mange du jambon à côté de ta tronche? Enfin, tu vois, genre... Oui, voilà. Et je connais un excellent boucher. Voilà, c'est ça. De fait, oui, c'est du vécu. De fait, Astérix est particulièrement antipathique dans le film, et surtout, c'est une tête à claque, ce qui rend chaque scène centrale avec lui particulièrement pénible. Donc le film, il va plutôt se recentrer sur un autre duo, donc Jonathan Cohen et Obélix, enfin j'ai oublié le nom de Jonathan Cohen, c'est assis, grain de maïs. Épi de maïs. Pas épi de blé, mon Dieu, épi de maïs. Oui. Qui donc ont les meilleures scènes du film. J'ai pensé, pardon Morgane, épi de blé, parce qu'un épi de maïs, non, si ça existe. Je sais pas. si, ça existe un épi de maïs. Pardon, j'ai un moment de latence. Donc ils ont les meilleures scènes du film, mais quand je dis les meilleurs films, ça ne vole pas non plus bien haut. Non, bah c'est sûr que Jonathan Cohen, il a été mieux employé auparavant dans d'autres projets. Là, ça doit être un des projets où le pauvre, il s'en sort le moins bien. Mais c'est pas sa faute. Il y a des sketchs qui tombent à plat parce que, oui, ils ont l'air déjà trop vieux. L'un des plus emblématiques du genre qu'on a un petit peu abordé, c'est le fameux échange entre Obélix et Astérix autour de manger que des légumes. C'est censé être drôle parce que ce sont des Gaulois et que les Gaulois mangent tous de la viande dans la BD, dans les autres films, etc. Enfin là, sur la question des légumes, je prends le spectateur lambda. Tous les jours, on lui dit dans les médias, à la télé, etc., dans les JT de 20h, que la planète Terre va mal, que manger de la viande, c'est mauvais pour l'environnement et pour sa santé. Et en plus, quand bien même il en aurait envie, eh bien, à cause de l'inflation et de l'augmentation des prix, eh ben, il peut pas. Il est obligé de manger des petits morceaux de viande. Donc, on va me dire, non, mais Julie, tu réfléchis trop loin. Sauf que je cherche à montrer, en fait, comment les vannes du film peuvent ne pas être drôles. Et elles ne le sont pas, je le redis. C'est pas qu'une question de rythme ou de chant contre chant réussi, d'effet ping-pong, on va dire, mais aussi d'époque, de moments choisis. Personne n'a envie de rire d'un Astérix dépressif qui dit qu'il va manger que des légumes. Parce que quoi? Parce que en fait, c'est l'état d'esprit de tout le monde. Et du coup, les gens n'ont pas envie de rire. Enfin, ils ont tous l'impression de faire un sacrifice. Et t'as Obélix qui, quelque part, se moque d'eux. Bah pourquoi tu veux qu'ils rigolent? Non, ils vont pas rire dans la salle. D'ailleurs, dans la salle, à ce moment-là,
on entendait les mouches voler. C'est la première vanne du film, en fait. C'est littéralement la première blague du film, et ça donne le ton. Ah oui, ça donne le ton de la longue traversée du désert qu'on subit tout le long du film. Enfin, pour le coup, je devrais dire la route de la soie même. Mais, comme je disais, tout le film est comme ça. Et là où cet Astérix et Obélix aurait pu et dû quelque part offrir un moment de détente, on va dire salvateur et innocent, il est plombé par une espèce de rengaine qui devait être une inspiration pour des gags, mais qui en fait met juste mal à l'aise. Enfin, moi, je comprends que des gens ne trouvent pas ça super drôle quand on tombe sur un Chinois qui est appelé tofu. Enfin, pour moi, c'est du même acabit que Houellebecq, dans son roman Sérotonine, il appelle une femme japonaise Yuzu. Enfin, ça fait plus rire, quoi, à part peut-être les lecteurs de Figaro, voire de Valeurs Actuelles, qui rigolent à ça. Enfin... Non, en fait, ça aurait pu être drôle, mais encore une fois, c'est tellement dans un océan de trucs nuls que du coup, quand puis ça vient comme un cheveu au milieu de la soupe. Oui. C'est vraiment de la soupe miso. Non, alors la soupe miso, c'est japonais, on parle de l'Empire du Milieu. C'était pour faire de l'humour comme dans Astérix Obélix, excuse-moi. Ah c'est pas grave, tu as essayé au moins, Morgane. C'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est qu'il y a l'art et la manière, et dans cet Astérix et Obélix, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est un film extrêmement difficile à défendre, je trouve, même sur des aspects mineurs comme, on va dire, la réal ou les décors, ou... allez, à la limite, pour trouver un point positif, de ce que j'ai compris, ça a été trop compliqué de réaliser le film en Chine, donc ça s'est pas fait en Chine, alors qu'il était question d'aller en Chine. C'était pendant le Covid, c'est ça, ouais. Voilà, à cause du Covid. Donc ça a été fait dans le Massif central. Les paysages du Massif central sont très bien dans le film. Ça fait pas trop Center Parcs. Ouais. Mais... T'es pas convaincu? Ouais, non. La mise en scène, je sais pas. Il y a pas. C'est un peu plat. C'est d'une platitude. Peu comme le Massif central. Ah ouais, tu trouves ça plat? Ouais, disons par rapport à d'autres montagnes, c'est pas aussi élevé. Enfin, c'est la montagne semi-plate, quoi. C'est les collines. C'est vrai. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que on a tendance à oublier de parler de mise en scène quand on parle de comédie. C'est vrai, mais c'est important. Mais c'est une part importante des gags, en fait. Très important. Tu le veux en dire le burlesque, oui, c'est si de tu la mise veux en scène. en dire un peu plus de mots, Morgane, vas-y, sur la mise en scène. Non, mais dire qu'est-ce qui est pas bien fichu là-dedans. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plat, qu'il y avait une certaine fadeur, une certaine redondance aussi dans... la manière d'exécuter les choses, c'est-à-dire, César, Vincent Cassel, il fait pas mal le bébé boudeur, avec tous ses amis masculins qui l'encouragent. Ça aurait pu donner quelque chose de très drôle, l'effet boys band, mais c'est jamais retenu en tant que tel. Il y a aussi ce côté rébarbatif, on l'a dit, dans Guillaume Canet, qui fait son Astérix, qui râle tout le temps. Gilles Lelouch en sort un peu mieux. Le côté petit con de Cohen, il n'est pas assez appuyé pour vraiment décoller. Ah, c'est vrai. Tout est un peu comme ça, quoi. En fait, le problème du personnage de Cohen, je vais le comparer à un autre film énorme de Sophie Le Tourneur, qui est très bien. D'ailleurs, justement décrit à son époque, on va pas en faire des caisses, mais on le dit. Je l'ai pas cité dans les dernières bonnes comédies que j'ai vues au cinéma, parce que je ne l'ai pas vu au cinéma, donc... Mais ça compte quand même. Oui, mais du coup dedans il est à la limite il est borderline, il est même limite dans l'illégalité, mais en fait le film il est dans l'illégalité. Ouais, voilà. Et il joue là-dessus, en fait. C'est un personnage dégueulasse, alors que là dans le film de Astérix, il s'est fait des films dans sa tête et c'est le sale gosse, mais sans plus, quoi. C'est vrai que je trouve qu'il est pas assez méchant, sauf quand il pique la fameuse pièce au moine aveugle. Alors, ce qui marche, si on n'a pas vu la vanne dans la bande-annonce. Parce que si on la voit pour la 3e ou 4e fois, on sourit pas. La seule bonne scène est dans l'avance. Voilà.
Mais ouais, sinon, si, pour parler de mise en scène, à la limite, je pourrais comparer avec le film de Chabat, donc Mission Cléopâtre, où justement. Ouh là, c'est David contre Goliath. Oui, mais il y a une vraie mise en scène, notamment dans le montage aussi, où en fait, il a tourné ça comme une BD, en fait. C'est vrai. Ouais. Bah, c'est une idée. Il y a un rythme, etc. Alors que là, bah, en fait, c'est très plat, en fait. Il laisse la caméra tourner et il attend que ses acteurs fassent des choses. Mais il y a un petit côté, je trouve, road trip qui aurait pu marcher pour rester dans la BD, peut-être à la Lucky Luke ou autre, mais bon, bah là, on est en point A, on va en point B, en point C, et comme il se passe rien, mais comme il se passe rien entre point A, point B, point C, bon, il y a vite fait des sketchs, mais il y a pas de vrai événement entre les deux. Mais en fait, c'est pas un road trip en fait, parce que en fait il y a un moment où on nous dit qu'ils vont pas parler de ce qui s'est passé jusqu'au moment où ils vont prendre le bateau, tu sais, il y a le plan où... Oui. Et en fait, bah, il y a pas de road trip, ils refusent le road trip, c'est ça qui Oui, c'est ça. C'est dommage. Mais le film y aurait gagné, je trouve, en qualité d'écriture. Enfin, ça pouvait être une possibilité. Complètement. Enfin bon. Donc oui, l'humour il est dépassé, hein, il est même bien plein d'aigreur. Pour un film familial et qui fait des jeunes son cœur d'os, je trouve qu'ils se payent comme un peu trop leurs pommes. C'est vrai que cet Astérix et Obélix, quand tu le dis, Morgane, c'est un sacré film d'aigri. Je crois pas avoir jamais vu un Astérix et Obélix en prise de vue réelle qui soit aussi aigri. Oui, mais ça. Mais c'est là, pardon, qu'on tient peut-être quelque chose de cette époque. Si je voulais philosopher. Société. Nous vivons dans une société. Mais oui, non, mais je trouve que le film, c'est quand même malhonnête, c'est qu'il se fout de la gueule quand même des jeunes. On va pas se mentir, engager Angèle, McFly et Carlito, ou bien Big Flo et Oli, comme on en a parlé sur les influenceurs tout à l'heure, c'était pas dans le but de plaire à un public de trentenaire ou de quarantenaire. Hein. Ah bah non. Le film d'Alain Chabat, donc le Astérix Obélix Mission Cléopâtre, c'était le premier Astérix à avoir érigé le modèle du film à caméo, parce qu'à l'époque, t'avais tous les mecs de Canal qui étaient dans le... C'est vrai. Dans le film, avec des guest stars qui faisaient des brèves apparitions, mais des apparitions mémorables. C'est notamment le cas d'Isabelle Nanty qui faisait Itinéris. Je me rappelle, ça m'avait fait beaucoup rire. Edouard Baird, génial en Otis, qui fait son monologue. Maintenant que tu en parles, c'est vrai que quitte à faire un caméo, ça doit être marquant. Avec quelqu'un de connu, j'entends. C'est ça, en fait, le but du caméo, c'est que tu fous quelqu'un de connu, mais il faut que ce qu'il dit... Enfin, c'est pas juste sa présence qui doit être marquante, c'est ce qu'il va faire, ce qu'il va raconter, il faut que ça devienne culte. Ou ses répliques. Et donc, le meilleur caméo de Astérix Obélix, pour moi, c'est celui de Chantal Lobby, quand elle fait la scène, tu me vois pas, tu me vois pas, c'est génial. Je crois qu'il n'y a pas une seule réplique mémorable dans ce Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je ne me rappelle pas d'une seule phrase ou d'un seul échange qui pourrait être répété à la cour de récré, comme quand, par exemple, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est sorti et que ça avait été une déferlante. Et en vrai, ce serait pas le problème de toutes les Astérix sauf le Mission Cléopâtre. En vrai, en fait, les autres, oui, aussi. On n'a aucun souvenir. Ils n'ont laissé aucune trace dans la pop culture. Et donc les Astérix suivants, ils ont aussi surfé sur la vague, hein, le pire étant évidemment l'épisode 3 Astérix aux Jeux Olympiques avec en caméo Zidane ou encore Tony Parker. C'était largement mis en avant dans la bande-annonce à l'époque. Là, c'est vrai que ça a été aussi pas mal mis en avant dans la bande-annonce qu'il y avait Angèle, McFly et Carlito, pardon. Et là, donc dans celui aux Olympiques, le film il devenait plus un énorme coup et coûteux spot publicitaire qu'un vrai film, quoi. Et donc Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, il prend hélas le même chemin que ce gros nanar de Thomas Langman et Frédéric Forestier. C'est-à-dire des caméos, comme on l'a dit, qui ne servent à rien, à part être un catalogue de stars à mettre en avant pour faire vendre des billets. Et d'ailleurs, ça ne rate pas. Si on regarde la promotion du film, elle est largement relayée par justement ces mêmes stars sur les réseaux sociaux. Angèle et Big Flo et Oli sur Instagram ou McFly et Carlito sur YouTube. Donc ça a un procédé un brin mensonger, pour pas dire largement mensonger. Moi, je croyais qu'ils allaient être... Enfin, là, encore une fois, en spectatrice naïve, je croyais qu'ils allaient être plus longtemps à l'écran. J'ai vraiment été étonnée qu'ils aient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et j'irai même plus loin, comme je disais tout à l'heure, pas grand-chose de mémorable à faire. Ah bah c'est ça. C'est triste pour eux. Et donc du coup, Canet ne comprend pas le potentiel comique qu'il aurait pu dégager de ses acteurs. Et c'est dommage, contrairement à ce qu'on disait avec Chabat, que la scène de Dorbert, elle fonctionne parce que c'est l'humour des Dorbert. Et pareil avec Chantal Lobby. Donc dans ce film, là, dans Astérix, Obélix, l'Empire du Milieu, ces personnages, ils valent pas plus que des figurants. À la limite, le seul caméo qui est vite fait marrant, c'est celui de Zlatan. Et encore, si t'aimes pas le foot, comme c'est mon cas,
t'étais pas trop touché par les vannes. Mais bon, on va dire là, je suis mauvais public. Zlatan, c'est un de ceux qui s'en sort le mieux. Après, pour le reste, même l'histoire, je pense à l'histoire, c'est pas, c'est pas passionnant du tout. C'est triste. Je trouve pas que le film soit spécialement mal aimable ou détestable, mais il y a ce côté aigre et je crois pas qu'on puisse faire une comédie grand public quand on est aigri à ce point. Non, je pense qu'il s'est... Il y a une dissonance entre les deux, ça peut pas fonctionner au fond. Je crois qu'on a fait le tour, Morgane, on n'a pas grand-chose à dire de plus sur ce film. On a quand même fait 18 minutes déjà. On en a été bien gentils. On laisse tomber le village gaulois pour la cabane dans les bois avec Knock at the Cabin de Night Shyamalan. 15e film en 30 ans de carrière pour M. Night Shyamalan. Knock at the Cabin poursuit la veine minimaliste de son cinéma depuis The Visit en 2015, soit des films d'horreur ou fantastiques produits pour moins de 20 millions de dollars sous forme de huis clos. On est bien loin des 75 millions de dollars de Signe, des 100 millions de dollars d'After Earth ou encore des 150 millions de dollars d'Avatar, le maître de l'eau, qui n'est pas le film de James Cameron. Un certain sacrifice qui permet toutefois au réalisateur d'être complètement libre. Attention toutefois à ce que ce système ne finisse pas par s'enliser. Mais avant ça, peux-tu nous résumer le film, Julie ? Oui, alors Knock at the Cabin, c'est l'histoire d'un couple d'hommes, deux parents et de leur fille qui passent des vacances dans une cabane assez cossue qui se trouve dans une forêt charmante. C'est un cadre idyllique. Aucune source d'ennui à l'horizon jusqu'à ce que 4 individus se présentent à eux en leur affirmant être porteurs d'une terrible nouvelle. Ils doivent décider entre trois lequel va mourir, sous peine de voir le monde subir l'apocalypse et courir à sa perte. Croire ou ne pas croire, c'est le choix cornélien qui s'offre à eux. Tiens, d'ailleurs, je viens de vérifier parce que j'avais un doute. C'est le maître de l'air, pas le maître de l'eau. Je me suis fait avoir Il me semblait bien que ça n'avait rien à voir avec l'eau. Bon, j'allais dire, Morgane, je suis désolée, j'entame les hostilités, mais enfin... Imagine, tu es dans une cabane, tu es tranquille, chez toi, tu allumes ton feu de cheminée, il y a 4 types que tu connais pas qui te disent tue ton compagnon ou ta gamine, sinon c'est l'apocalypse, bon. Mais on va en parler un peu plus en détail, hein, mais ça commence déjà mal. Ah oui, tu me cherches là. Donc, Knock at the Cabin s'ouvre sur une séquence impressionnante en matière de mise en scène, qui donne littéralement le là du film. Un chant contre chant entre un enfant, une petite fille en fait, Wen, et une sorte de croque-mitaine sur pattes, Léonard joué par l'ex-catcheur Dave Bautista. Excellent, j'ai trouvé dans le film côté acting, très très bon acteur Bautista. J'espère le revoir dans des projets intéressants aussi. Du genre, ouais, c'est un peu devenu le meilleur ex-catcheur au cinéma. Voilà. Il a surpassé The Rock. Oui. Donc c'est une simple discussion autour de sauterelles qui baigne dans une tension suffocante à mesure que les plans deviennent de plus en plus rapprochés sur les visages des interlocuteurs, jusqu'au point où leur visage devient littéralement déformé, hein, tellement on est proche, quoi. C'est un très gros plan. Oui, je pense que la lentille qui a été utilisée pour faire ça, il y a le côté anamorphique en fait qui se révèle à travers le processus et qui confine à la claustrophobie, effectivement. C'est ça, puis ce qui est marrant, c'est que le personnage apparaît au départ comme c'est angoissant, quoi. On a l'impression que quand on connaît pas les personnages, quand on connaît pas le scénario, on a l'impression que c'est le pédophile, quoi. C'est très inquiétant comme séquence. D'autant plus à cause, encore une fois, de la stature de Bautista par rapport à la petite fille, Wen, qui forcément le voit comme une menace d'autant plus prégnante qu'il qui prend cet espace en fait devant elle, devant son champ de vision. Ouais, c'est ça. Et puis plusieurs fois, il regarde sur le côté, 2 fois je crois, ou 3, on suppose qu'il va y avoir quelque chose qui va des complices. Sortir de la forêt, ouais, et il y a notamment un effet vertigo avec la travelling compensé qui dézoome en même temps qu'il y a un travelling. Tu survends déjà trop le film, je t'en prie, continue Morgane. Donc, on trouve dans cette séquence la grammaire principale du film, le chant contre chant, et comment l'angoisse, l'inconfort, voire le fantastique émerge de ce procédé. En bref, c'est tout le projet du film de Shyamalan, faire un film de série B fondé sur le chant contre chant.
Bah, parlons-en justement de l'inconfort, vu que ça a été ma sensation durant tout le film. Comme je le disais, j'ai trouvé les acteurs très bons, j'ai trouvé les dialogues très bien aussi. Mais en fait, je fais partie des personnes, je crois qu'on l'aura compris, qui adhèrent pas du tout au Shyamalan de ces dernières années. J'ai pas aimé Split, j'ai pas aimé Glass, Old, j'en parle même pas. Et là, pour parler que de ce film, donc Knock at the Cabin, je vais pas refaire la critique des autres films. Enfin, j'ai vraiment ressenti un inconfort total, non pas à cause du malaise instillé par le film, mais à cause du film en lui-même. Il y a une histoire qui... elle a des accents de sincérité louables, mais c'est toujours le cas chez Shyamalan. Il y a toujours un fond très sincère. Moi, ça me dépasse en tant que spectatrice. Enfin, c'est simple, à aucun moment j'adhère à son projet. Il s'est filmé, il s'est dirigé, il s'est raconté. Mais je trouve toujours, et quand je dis toujours, c'est systématique avec son cinéma, c'est que le fond de ce qu'il raconte est si raté que je suis à chaque fois larguée pendant la durée de son film. Donc là, en l'occurrence, 2 heures. Bah, tu parles de... Oui, c'est vrai que la mise en scène... difficile d'adhérer à la mise en scène de Shyamalan. C'est bien fait. Enfin, je crois que c'est littéralement le meilleur metteur en scène au monde de cinéma populaire, quoi. Enfin... Bah, ça je sais pas, j'ai pas envie forcément, Morgane, de faire de hiérarchie à ce niveau, non, mais j'ai beau ne pas aimer son cinéma au sens où je n'aime pas ses films récents surtout, et même les vieux, j'aime pas forcément, mais on va dire particulièrement les films récents. Il n'empêche que je considère qu'il sait faire des films. Voilà, bon faiseur. Voilà, un bon faiseur. En tout cas, c'est le risque inhérent au cinéma de Shyamalan, c'est adhérer ou non à l'histoire qu'il nous a racontée. Ou dit autrement, faire un pacte de croyance avec le film et son auteur. Il a toujours raconté des histoires invraisemblables qui ne sont rien d'autre que des MacGuffin. MacGuffin, c'est le procédé Hitchcock qui l'a, comment dire... popularisé théorisé, on va dire. Voilà, chercher le mot. Où, en fait, le MacGuffin, c'est un objet ou un élément de scénario qui va devenir un prétexte à l'histoire. Sauf qu'en fait, cet élément, en fait, on s'en fiche, quoi. Souvent, c'est une valise avec rien dedans. On va dire, ouais, c'est la valise avec tel objet. Et en fait, on prend tout le film. C'est un peu ce qui sert d'ouverture au déroulement d'un scénario dans un film. Voilà. Okay. Donc dans les films de Shyamalan, ces scénarios sont des prétextes pour le développement d'histoires, de concepts qui sont au fond toutes les mêmes, des paraboles sur la fiction. La différence avec Knock at the Cabin, et je suis prêt à l'admettre, c'est que Shyamalan a toujours été un maître dans l'art de manipuler ses spectateurs, un art qu'il partage justement avec l'un de ses modèles qui est Alfred Hitchcock. Et ici, malheureusement, le doute n'est pas permis. On peut faire autre chose que croire l'histoire des ravisseurs. On ne peut être du côté d'Andrew, qui est le sceptique, car tout le film se montre plus probant dans la démonstration des faits revendiqués par les ravisseurs. Tu concéderas quand même, Morgane, que Shyamalan, il laissait... En fait, il y a ce paradoxe dans le film, c'est que, comme tu le dis, on ne peut que croire en l'histoire des ravisseurs, c'est-à-dire que l'apocalypse va venir, et en même temps... Shyamalan, dans sa manière de dépeindre les personnages, il essaie quand même de nous faire aller du côté d'Andrew, mais il y a quelque chose qui ne tient pas là-dedans. En fait, c'est tout le principe du film, c'est sur ça qu'il tient, c'est la confrontation entre les deux clans, et notamment, il y en a un... Oui, un principe de rationalité et un autre de croyance. Voilà, c'est ça. En fait, tout le film, on aurait pu croire que le film, ça allait être l'assaut d'une cabane, et en fait, non, il rentre dès les premières 20 minutes du film. Donc, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est de croire ou pas croire ce que disent les quatre personnages, les quatre ravisseurs, enfin voilà. Et en fait, le problème du film, c'est que on tourne autour du pot de l'histoire de ces personnages, et évidemment, à côté, on a les raisons pour lesquelles Andrew est sceptique qui vont être développées. Donc on va voir que en fait, il a été agressé, il est homosexuel, il a été victime d'une agression homophobe, voilà, il s'est blindé, etc. Et donc on a ses pensées, et effectivement, le problème, c'est comme à côté, on voit ce qui se passe, on voit des choses fantastiques, etc. C'est compliqué d'être du côté d'Andrew. Moi, j'irais même plus loin que toi, Morgane. Pendant tout le film Knock at the Cabin, j'avais vraiment envie d'être de son côté, on va l'appeler le sceptique, c'est assez sympa comme surnom, parce que j'avais, comme toi, compris où est-ce que Shyamalan il voulait en venir. Donc, je me disais...
Mais en fait, lui, il pourrait avoir raison, Andrew, le film pourrait balayer d'un revers de main absolument tout ce qu'il a raconté, parce que, et c'est là que je viens à ma principale critique du cinéma de Shyamalan, et c'est ça à chaque fois, dans le réel, tel qu'on le connaît, absolument rien ne tient par rapport à ce qui est raconté. Et je trouve que dans ce que désigne Andrew, on tient là justement ce que je reproche à ce cinéma. Donc, pour donner plus de détails et de corps à ce que je dis, concrètement, Andrew, il est circonspect parce qu'il croit avoir affaire à des membres d'une secte ou des conspirationnistes ou peut-être des membres de l'alt-right américain. C'est pas prononcé en tant que tel, mais on devine un peu cette référence, on va dire, dans Knock at the Cabin. Donc, on va dire à des gens complètement fous qui diffusent des enregistrements montés de toutes pièces à la télévision pour faire croire à l'apocalypse. J'irai même plus loin, j'avais vraiment envie de croire Andrew, parce que c'est pas possible ce qui est montré comme réel, j'insiste sur ce point, qu'on me dise pas, et sinon, c'est pas possible que 700 avions s'effondrent d'un coup, que des tsunamis aussi meurtriers n'aient pas été vus par les instruments météorologiques, et en fait, tout ce que raconte Shyamalan a beau être spectaculaire en matière d'apocalypse, je ne le nie absolument pas, c'est effrayant, c'est angoissant, enfin voilà, ça fait peur. Moi, je voulais croire Andrew parce que dans la version qui est racontée, donc qui ne va pas dans son sens à lui qui est sceptique, il y a rien qui tient la route. Alors, on va me dire, mais la science-fiction, mais l'horreur, le conte, enfin, on peut en dire la même chose. Non, c'est différent. Pourquoi ? Parce que ce sont des genres en tant que tels. C'est-à-dire que la science-fiction, quand on parle de science-fiction, on admet que c'est une œuvre de l'imagination, que c'est du fantasme, on va dire. Le conte, c'est du merveilleux. On admet que c'est une œuvre de l'imagination. Là, en l'occurrence, il y a souvent une vocation morale, mais on admet que c'est une œuvre de l'imagination. Que ce n'a rien de réel, que c'est pas narré en tant que tel. L'horreur, c'est souvent, quoi qu'on en pense, moins pire que le réel. Enfin, moi, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte à propos des films d'horreur qui me terrifiait il y a encore quelques années. C'est que je me disais, mais c'est horrible ce qui est montré. Et en fait, quand on lit des faits divers et autres, on se dit, mais ce qui est montré, c'est toujours moins horrible que ce qui se passe en vrai, au fond. Enfin, c'est assez terrible. Donc, quelque part, je place ça à part, on va dire. En fait, l'horreur, c'est pas que ce qui se passe est moins terrible que le réel, c'est surtout que c'est fictif, alors que... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les films d'horreur, on peut les regarder en se disant mon Dieu, c'est affreux, comment on peut montrer ça ? Mais quand même, il y a toujours la réflexion sous-jacente de quand on s'en rend compte de ce qui est montré, c'est peut-être horrible, mais dans la réalité, il se passe des choses qui sont pires. Donc, pour ce motif-là, je le place à part. Mais ce qui me pose problème, pour en revenir à Shyamalan, c'est que lui te dit, voilà ce que je te montre, et ça, c'est vrai, c'est réel. Il force, non, ce que nous voyons ne peut pas être réel. Mais comme il appuie très fort dessus, ça m'a fait sortir du film. Et c'est vraiment ce que je reproche dans tout son cinéma récent, particulièrement Old et particulièrement ici dans Knock at the Cabin, c'est que moi je veux bien qu'il raconte des histoires. J'ai aucun problème avec les histoires qu'il me raconte. Ce qui me pose problème, c'est que c'est toujours vendu pour argent comptant, alors que ça ne peut pas exister. Et c'est pour ça que je reviendrai un peu plus tard au cours de la discussion sur tout ce qui est conspirationnisme, parce que je pense qu'il faut en parler. Mais ce que tu as en fait comme problème avec le cinéma de Shyamalan, c'est que c'est des problèmes de vraisemblance. Oui, et ça confine à chaque fois au mensonge. C'est le seul à le faire à ce point-là. Alors moi je suis pas d'accord. Moi, je pense que, je pense pas que Shyamalan force, car mesure dans la fiction qu'il met en scène, en fait ça a une logique, c'est vraisemblable. Après non, tout, ça ne peut pas l'être. Mais... J'insiste sur ce point, Morgane, ça ne peut pas l'être. Je sais pas comment le dire. En fait, je vois à chaque fois qu'il sort des films, on lui reconnaît, je trouve, bon après ça c'est mon point de vue subjectif, on lui reconnaît beaucoup trop de qualité par rapport à ce qu'il fait vraiment. Bon, pourquoi pas, c'est pas mon avis, j'aime pas son cinéma,
Oui, c'est pas ça, grave. on peut dire ça à tout le monde après. Non, mais voilà, c'est ça. Enfin, ça reste après de l'ordre du débat, côté critique, côté cinéphile, côté spectateur, etc. Mais vraiment, je trouve que c'est un des raconteurs, je vais être méchante, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est un des plus mauvais, j'insiste, un des plus mauvais raconteurs d'histoire au cinéma. Parce que à chaque fois, et j'aime pas faire le jeu de la vraisemblance. Attention, là aussi, je fais une distinction. Je parle pas de cohérence. C'est-à-dire, je vais pas dire, oh, son film, il n'est pas cohérent parce que, par exemple, il montre une ombre sur la gauche et en fait, l'ombre, elle est censée être à droite. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont tendance à critiquer les films comme ça. Ouais. Voilà, enfin, on s'en fout techniquement, ou alors, par exemple, on a tendance à faire ça sur les films historiques. Oui, c'est pas cohérent parce que c'est un film du 17e et ils ont utilisé des costumes du 12e. Enfin, on s'en fiche de ça, on n'est pas des historiens. Bref, c'est encore une fois pas sur la cohérence du projet. C'est pas sur ce qui est montré, c'est pas sur comment c'est montré, c'est sur ce qui est dit. Et encore une fois, je pense que Shyamalan n'arrivera pas à faire, de mon point de vue, des films ne serait-ce que bons tant qu'il n'aura pas affronté le problème de la vraisemblance dans ses histoires. Ouais, enfin après moi je suis pas d'accord avec toi. Par exemple, Hitchcock, ça a pas gêné tout le monde que on voit des oiseaux qui se mettent à attaquer ensemble les êtres humains. Ça a pas. Pourquoi ? Parce que c'est du fantastique. Et là, c'est pas du fantastique. Non, c'est pas du fantastique, Morgane. C'est pas du fantastique, c'est une histoire vendue comme réelle. C'est pour ça, mais on va rentrer dans le détail un peu plus tard si tu es d'accord. C'est pour ça, encore une fois, que je veux adresser la thématique du conspirationnisme dans le cinéma de Shyamalan. Ok, mais je pense que on n'est pas d'accord sur les termes du fantastique chez Shyamalan. Chez Spielberg aussi, quand il y a des extraterrestres qui nous étudieraient depuis des années et qui laissent des vaisseaux depuis des siècles. Ça s'appelle de la science-fiction. Oui, d'accord. Mais du coup, Shyamalan fait du fantastique. Enfin, ni de la science-fiction, ni du fantastique. Une plage où tu vieillis en 24 heures, c'est un concept fantastique que tu peux retrouver dans des histoires fantastiques de Edgar Allan Poe Mais c'est pas vendu en tant que tel. Alors à la limite, je comprendrais comme me disent Shyamalan. Alors parlons de celui-là, parlons de Knock at the Cabin. Je comprendrais Morgane comme me disent Shyamalan fait l'anticipation. Et encore, parce que en fait, je comprendrais pourquoi. Parce que disons que dans l'anticipation, on peut inventer tout n'importe quoi. Donc on va dire de façon anticipatrice. Imaginons un beau jour on n'a plus d'électricité, imaginons là encore une fois des tas d'avions s'effondrent, c'est l'apocalypse, je veux bien, je veux dire il y a un discours encore une fois environnemental qui dit que nous courons tous à notre perte, la Terre, tout ça, l'apocalypse, bon, par rapport à ça, non mais je tire des grosses ficelles, mais ce que je veux dire c'est que dans ce cadre-là... C'est pas un film écolo, mais oui. Oui, tu as raison, mais je veux dire que dans ce cadre-là, je veux bien... Mais là, vraiment, moi, ça me met mal à l'aise. Hein. C'est ce côté, je raconte des cracks et il faut que vous croyiez à mes cracks. Non, moi, je crois pas à ces cracks, voilà. Je pense que c'est plus un problème de conception de la fiction chez toi, en fait. Tu n'adhères pas parce que t'as pas envie de croire à ces histoires. Alors si, j'en ai envie. C'est ces histoires qui sont pas bonnes. Enfin, moi, j'ai envie, je vais toujours voir un film avec l'envie d'y croire. Si j'y crois pas, c'est peut-être pas moi le problème. D'accord. Non, après, moi, je peux comprendre que Shyamalan, il est quand même un peu extrême là-dessus. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est que il faut avaler la pilule. Hein. Souvent, c'est des histoires très... le meilleur exemple, c'est Phénomène. Tu l'as pas vu, mais voilà, c'est... La pilule, je dirais même la saucisse de Morteau, quoi. Avaler la saucisse de Morteau. Donc, tous ces films parlent de postulats plus ou moins gros et questionnent leur véracité à l'intérieur de la fiction même, hein, de manière plus ou moins fine. Alors, juste, pardon, je t'interromps encore, mais sur la question de la véracité, Morgane, on est d'accord que là, c'est un peu moins le cas, puisque c'est une version surtout qui est vendue. Oui, enfin, t'as quand même le contrepoint d'Andrew. Oui, d'accord. Même si c'est pas forcément bien fait, t'as quand même... En fait, souvent, ces films tournent autour de ça. C'est... Ah bon, à part Old, hein, parce que bon, là, on n'a pas à croire ou pas croire. Ils vieillissent d'un coup, enfin, ils doivent faire avec. Bien sûr. Mais dans
dans Knock at the Cabin et dans d'autres films. Glass aussi, est-ce que c'est un super-héros ou Split, est-ce que le personnage est vraiment plusieurs personnalités? Il y a des personnages qui sont sceptiques et d'autres qui vont questionner en fait cette fiction en même temps que toi, enfin en tant que spectateur, tu te poses des questions. Donc oui, peut-être une façon pour moi d'adhérer au cinéma de Shyamalan, c'est de m'identifier aux personnages dans ces films. Bon, pourquoi pas. J'essaierai la prochaine fois. Knock at the Cabin, il manque certes de finesse, il fait état d'un essoufflement de cette forme minimaliste de son cinéma emprunté depuis The Visit en 2015, mais il parvient par la mise en scène à transcender ses défauts. Ce que le film nous montre de fantastique, avant le grand final que pour ma part je trouve décevant, il le fait par le biais d'un écran de télévision. C'est à la fois un aveu d'échec, tout ce qui étant spectaculaire étant déployé par le biais de micro-séquences décevantes, qu'une idée maligne de sa part. Alors juste, on suppose, toi et moi, que les gens qui nous écoutent ont vu le film. Est-ce que tu peux un petit peu détailler ce que tu trouves de décevant dans le grand final de Knock at the Cabin? Alors non, ce qui est décevant dans le grand final, c'est que moi j'aime bien quand Shyamalan garde une forme de mystère en fait. D'accord, oui, donc quand il donne pas on va dire, de trajectoire claire à son histoire sur ce qui est censé être. Oui, ou alors, quand il donne une révélation, je trouve que ce qui est intéressant, par exemple dans Signe ou dans Le Village, c'est que c'est le côté twist du film, mais quand c'est aussi bien fait, qu'on a été mené en bateau pendant tout le film, là, la révélation finale, elle est un peu attendue, quoi. Oui, tu trouves qu'on n'a pas été spécialement mené en bateau. Oui, c'est ce qu'on dit depuis le début en même temps. Non, mais oui. Et donc, pour revenir aux séquences fantastiques qu'on voit à travers l'écran de télévision, donc pour moi, je disais que c'était une idée quand même maligne. Il y a évidemment la question du budget. En fait, elles sont assez courtes, ces séquences. Et donc, en fait, c'est une manière de se dire, on va montrer une vague, un tsunami pendant quelques secondes, mais j'ai pas le budget, j'ai 20 millions de... C'est pas 2012, le film de Roland Emmerich, quoi. Enfin après, pour le coup, l'image en soi, je ne parle que de l'image, moi je l'ai trouvée bien faite, quoi. Mais le mettre dans les écrans de télévision, enfin via ce prisme-là, c'est aussi une manière de semer le doute, comme tu l'as dit. Est-ce que c'est des images préenregistrées ou des images de synthèse? Évidemment, c'est des images de synthèse parce que c'est du cinéma, mais bien sûr. Voilà, c'est non, mais il y a un petit côté, Morgane, je te rejoins. Il y a quelque chose de l'ordre de la mise en abîme à ce sujet. Oui, ça, de la fiction dans la fiction méta, comme certains aiment dire. Oui, un mot complètement galvaudé, mais cela dit, ce qui est vrai, c'est que ça fait aussi appel, tout ça, là, ces images de télévision qu'on voit, nous, en tant que spectateurs, donc, qui regardons un film, qui regarde la télévision. Il y a aussi une réflexion sur tout ce qui est le deepfake, la reconstruction des images, des visages, des voix, etc., etc. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est aussi que par la mise en scène, c'est intéressant. Il y a une scène qui m'a marqué, c'est en fait on voit, alors je sais plus ce que c'est peut-être le moment où il y a une épidémie ou autre chose. Et donc il y a l'écran de télévision, on passe en fait à travers, on est dans les images réelles. Et en fait, d'un coup, on pensait qu'on était dans les images qui sont filmées, mais en fait, il y a la télécommande qui est au premier plan et qui éteint l'écran. Et en fait, non, on était toujours du côté de la vision des personnages du film. Donc, j'aime beaucoup cette séquence. Enfin, pour moi, c'est assez puissant. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si Eric ne cède pas devant Eric, c'est l'autre personnage du couple avec Andrew. Oui, donc Andrew, Eric. Et Andrew, c'est le sceptique, et Eric, c'est celui qui va finir par croire. S'il ne cède pas devant ces images d'ordre spectaculaire, ce qui le fait vaciller, c'est un simple rayon de lumière qui laisse échapper une silhouette. Et qui en fait a un simple reflet. C'est finalement par le champ contre champ entre ses yeux ébahis et le trait de lumière que le fantastique éclot vraiment, et pas juste ces images spectaculaires avec des effets spéciaux, etc. Chez Shyamalan, hormis Sixième Sens ou Hall, tiens, pour prendre un film plus récent, ce qui était réussi, j'ai trouvé, c'était le vieillissement accéléré à cause de sa construction narrative et de l'idée qui, de par son illustration, en fait, devient terriblement angoissante, mais elle reste quand même irréaliste pour nous, même si elle fait appel à quelque chose dont on a tous peur, c'est-à-dire on a tous peur de vieillir. Mais donc, dans le film Ça soulageait, c'est une angoisse qui peut exister vis-à-vis de quelque chose et qui, en même temps, ne le peut pas tout à fait, quoi.
Knock at the Cabin, Old, il y a un point commun qui va te faire lever les yeux au ciel, Morgane, et que j'ai abordé tout à l'heure, c'est que j'y trouve une espèce de conspirationnisme accidentel, parce que je ne pense pas que ce soit intentionnel ou volontaire. Je dis pas que Shyamalan est un conspirationniste, un anti-vaccin ou que sais-je. Je ne dis pas ça. Mais cette espèce de conspirationnisme, on va dire accidentel, moi, il finit par me fatiguer, parce qu'il repose encore une fois sur cette tentative à Shyamalan de rattacher ces histoires au forceps, à du réalisme, pas, comme je le disais, à du genre du fantastique, de la science-fiction, du conte. Quand bien même il en emprunte des éléments, lui, à chaque fois, il nous dit que c'est réel. Je sais que j'insiste pas mal sur ce point parce que je reste convaincue que c'est une erreur, je parle vraiment d'erreur, de diriger son cinéma là-dedans. Pour moi, il se saborde tout seul à chaque fois et en devient décevant. Et je pense que c'est pour ça que je ne suis pas la seule à ne pas adhérer à son cinéma. C'est parce qu'il y a vraiment ce côté, ce type essaie de nous raconter des salades et nous, on doit lui dresser un hôtel. Non. Concrètement, dans Knock at the Cabin, rien n'aurait dû aller dans ce sens, on va dire, conspi, c'est-à-dire un effondrement du monde façon les 10 plaies d'Égypte. Alors bon, pourquoi je parle aussi des 10 plaies d'Égypte, c'est que Knock at the Cabin, là on sera forcément d'accord parce que c'est évident, c'est fortement biblique comme film. Ah non, c'est complètement biblique. De toute façon, c'est même évoqué, les 4 oui, cavaliers. Le principe de la quaternité, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, bon, bah voilà, là c'est la chose la plus évidente. Mais il y a aussi, moi c'est ce que j'en ai pensé en réfléchissant à propos du film a posteriori, avec le couple Andrew, Eric et Owen, leur petite fille, que j'ai trouvé formidable par ailleurs. Il y a pour moi quelque chose de l'ordre du fameux dilemme d'Abraham, qui est un passage hyper connu dans la Bible, où on demande à Abraham une preuve de foi, Dieu en l'occurrence, via un sacrifice d'amour qui n'est pas un suicide. C'est-à-dire, en l'occurrence, Dieu demande à Abraham de sacrifier sur un autel son fils Isaac. Et donc, ce que ces 4 cavaliers de l'Apocalypse demandent à Andrew, Eric et Owen, qui est de choisir entre eux et de tuer quelqu'un sans que ce soit un suicide, moi, je le rattache en fait à cette preuve d'amour qui est demandée dans la Bible par Dieu à Abraham. Enfin, c'est un peu finalement Knock at the Cabin, la confrontation entre un des premiers épisodes de la Bible et un des derniers avec l'Apocalypse selon Saint Jean, quoi. Enfin, après, voilà, c'est ça, c'est tout ça, c'est du décorum, mais ça me semblait assez pertinent d'être mis en parallèle. Mais bon, voilà, moi, en fait, quand j'ai réfléchi à propos du film, je me suis dit, donc là, il nous dit que c'est l'Apocalypse. La prochaine fois, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, la prochaine fois, quoi? Ces personnages, est-ce qu'ils vont porter des chapeaux en papier alu? Et là, Morgane, tu m'as appris que ça avait été déjà fait. Oui, c'est une des images les plus connues de Signe. C'est terrible. Mais j'ai cherché, et au passage, c'est pas Shyamalan le premier qui a mis des chapeaux en papier alu. Ah. Apparemment, il y avait un professeur, je sais plus le nom, qui est d'ailleurs un des plus fervents défenseurs au XXe siècle de la théorie de l'eugénisme, et oui, qui a le premier écrit une nouvelle de science-fiction où il invoque les chapeaux en papier alu pour se préserver des ondes. Voilà, ça c'est pour la culture. Il y a de fortes chances que Shyamalan ait lu cette histoire ou entendu parler de ça. Moi, j'adhère pas du tout à la théorie du conspirationnisme chez Shyamalan. C'est une critique qu'on a souvent faite à son cinéma, et particulièrement récemment avec Old. Alors, est-ce que tu peux juste préciser, Morgane, Old, c'était par rapport au laboratoire pharmaceutique qu'on l'avait accusé de ça? Ouais, à la fin du film, en fait, on se rend compte que tout ce qu'on a vu, c'était une expérience pour mettre en place des vaccins, je crois, un truc comme ça. Et du coup, comme c'est sorti en 2021, c'est ballot. Il y avait tout le contexte anti-vax, etc. Et effectivement, les gens se sont dit, ah, Shyamalan anti-vax. Mais là, quand même, bon, on va remettre les pieds dans les plats. Mais tu reconnaîtras, tu ne peux pas ne pas le reconnaître, Morgane, que tu as 4 types qui débarquent chez toi, qui ont l'air de toute origine, mais disons qui débarquent chez toi, et qui ont des métiers de la classe moyenne. Donc tu as un instituteur, tu as une infirmière, tu as une cuisinière, un autre qui est louche, qui a fait de la tôle, qui est roux et barbu. Bon,
Enfin, on dirait des Ron gars... Weasley. Hein, oui, Ron Weasley, citons-le, tu reconnaîtras, Morgane, que ces gars-là, ensemble, on aurait carrément pu les imaginer en train d'envahir le Capitole. Ah non, mais complètement, justement, je vais en venir. Mais je vois pas en quoi c'est fait que Shyamalan est un conspirationniste. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut que y penser. C'est-à-dire que ces C'est fait gars-là, exprès. on lisait... Oui, mais je sais pas, en fait, on les imagine cuisiner dans des barbecues texans, être anti-vaccin, dire que dans le monde, on passe pas à eux. Enfin, je veux dire, voilà. C'est du quoi. survivaliste aussi. Voilà, c'est à ça que je pensais. Et d'autant plus qu'on est dans ce cadre-là avec cette cabane isolée au beau milieu des bois. En fait, pour tout te dire, moi, au début, tu sais que j'aime bien aller voir les films sans rien savoir. Oui. Moi, j'ai cru, donc comme là, bon, j'ai vu la bande-annonce, mais en fait, au début, quand on est allé voir Knock at the Cabin, j'ai cru que ça allait être un film sur un couple donc de 2 pères avec leur petite fille qui étaient tranquilles dans leur cabane et qu'il y avait 4 gars qui allaient se pointer parce qu'ils voulaient vivre dans la cabane à leur place et que en fait, il fallait, je ne sais comment ou pourquoi, que cette cabane soit un peu le centre du monde et qu'il y ait des gens qui se relaient dedans. Enfin bref, je m'étais imaginé un truc pas possible. C'est encore plus complètement barré que ce que Shyamalan essaie de nous faire avaler. Hein. Oui, non, alors ça je le conçois, mais bref, moi je m'imaginais que cette cabane et sa présence dans la forêt et en tant que lieu, en fait, avait une importance déterminante pour l'histoire. Et quand j'ai vu que pas du tout, et que c'était, entre guillemets, juste un problème de fin du monde, je me suis dit, pour tout ça pour ça, quoi. Ah, elle a quand même une importance vu que c'est dans leur vision, que c'est à ce moment-là, cet endroit-là qu'il faut les rencontrer, etc. Enfin, oui, bon, comme le couple est dans leur vision et tout, Oui. mais bref, voilà. Enfin, je m'attendais pas à ça. Donc moi, au contraire, je pense que ça vient d'une incompréhension, cette conception conspirationniste du cinéma de Shyamalan. C'est ces personnages qui sont souvent conspirationnistes, en fait. Des personnages qui doutent, qui ont des théories farfelues. Mais alors, justement, Morgane, Comment tu justifies... Moi, j'accepte que les personnages, ils doutent, qu'ils aient des théories farfelues, ils pensent n'importe quoi, ce qu'ils veulent, etc. Mais comment tu justifies que le film leur donne raison ? Alors, justement, on va encore en venir. Vas-y. Et c'est aussi des personnages qui sont sectaires. Hein. Souvent, le meilleur exemple, c'est quand même le village, hein, où tu as des personnages qui ont fui la vie réelle pour vivre dans un microcosme, dans une forêt. Là, ils sont un peu sectaires aussi, vu qu'ils ont tout quitté, boulot, femme, enfant, pour se retrouver à 4 alors qu'ils se sont connus sur un forum. Voilà, c'est ça. Et en fait, dans les films, les croyances sont mises à mal, notamment c'est le cas du village, ou alors avérées, comme le film ici présent, Knock at the Cabin. Ça ne veut pas pour autant dire que Shyamalan est un cinéaste conspirationniste et qui veut propager ce genre d'idées. C'est pas ça. Alors, encore une fois, pourquoi le film leur donne raison? En fait, le principe de ces films, c'est des laboratoires de fiction qui se fondent sur le what if, et si en français, et si en fait ils avaient raison, et si... Je la refais, et si ce n'est pas vrai. Le film ne leur donne raison. Il n'y a pas de et si. Le film dit c'est cela, ce n'est pas et si c'était cela. Ah non, mais le film, bascule dans ça. Oui, mais il n'y a pas de et si, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une conditionnelle. Il y a quelque chose d'avéré. Il y a un déterminisme. Un déterminisme n'est pas du conditionnel. Ah oui, enfin pendant une période, je sais pas, le film là c'est un peu différent parce que finalement on pense dès le début que, moi je trouve qu'on est du côté des ravisseurs assez rapidement dans leur concept, mais pendant un long moment dans ces films, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Il y a quand même ce et si c'était ça. Oui, mais là ça ne l'est pas. Je le redis, en fait il est là pour moi le problème de Shyamalan. Là on n'est pas dans le conditionnel et je pense que c'est justement ça qui a perturbé dans Old pas mal de gens, c'est qu'on l'était pas non plus avec cette histoire de vaccin, de laboratoire pharmaceutique, etc. Oui, enfin là on est dans une chute, un peu Twilight Zone, 4e dimension, avec la dimension scientifique qui rattrape, c'est un truc assez commun et c'est effectivement pas la meilleure fin de l'histoire du cinéma. Ah, t'as enfin arraché une critique sur Shyamalan. Oui, non mais je dis pas que tous ces films sont réussis, si, mais beaucoup de ces films sont réussis, mais je dis pas que tous ces films sont parfaits, voilà. Et en fait, ce que fait Shyamalan dans ses films, notamment dans The Cabin, c'est aussi ce que faisait Spielberg, par exemple, dans Rencontre du troisième type, où les personnages d'Illuminés qui croient qu'il y a
il y a des extraterrestres qui sont présents parmi nous et qui essaient de communiquer avec nous, qui finissaient par avoir raison. Ce qui est fascinant avec Shyamalan, et notamment ses dernières œuvres, c'est qu'elle dialogue avec le contemporain. Tu le disais, ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, en fait, on a l'impression que c'est justement des conspirationnistes ou des gens qui veulent envahir le Capitole. C'est une réaction logique et je dirais même saine d'un point de vue mental. Ou encore les terroristes homophobes. On a vu beaucoup d'attaques récemment contre les homosexuels dans les... Notamment aux États-Unis. Oui, voilà. En Amérique. Et le film, justement, il appuie un peu ça. Enfin, Andrew pense qu'on lui en veut parce que, en fait, il a été victime. D'ailleurs, il y a un des personnages qui est coupable de cet acte homophobe. Et en fait, le fait qu'il soit là, du coup, oui, effectivement, ça instigue le doute. Oui, et lui-même, il fait des liens qui, encore une fois, sont absolument logiques dans le film. C'est du second degré ou Non, non, pas du tout. Non, je savais plus. Et en fait, ces personnages se sont rencontrés sur un forum et ils participent là à leur première IRL. C'est on a vu des IRL plus joyeuses on va faire tuer quelqu'un, sinon on va se tuer nous-mêmes pour sauver le monde de l'apocalypse. Voilà. Et en tout cas, les films de Shyamalan sont remplis des angoisses de l'Amérique contemporaine. Et moi, ça me fascine. Finalement, je crois que la part religieuse du film, c'est ce qui m'intéresse le moins dans ce qu'il raconte par rapport à ce qu'il raconte de son époque. Je le prends plutôt comme un décorum un peu lourd qui offre plutôt des facilités d'écriture ou symboliques. C'est pour ça que j'ai préféré Hall, qui en reste au concept terrifiant du film, bien que la fin, comme j'ai dit, était très explicative, à l'opposé, à la limite du mystère ambiant dans lequel baignent les dernières minutes de Nakaz de cabine, où on se dit quand même c'est louche. Ouais, non mais c'est vrai, 4 types qui se ramènent chez moi en me demandant de tuer quelqu'un que j'aime pour arrêter l'apocalypse, je crois que je leur répondrai non. J'appelle pas ça un dialogue, mais encore une fois, c'est de la logique élémentaire. On va dire d'un point de vue philosophique, tuer quelqu'un, c'est très difficile en soi. Je parle pas de la conséquence suite à l'essai, je parle pas de la réussite d'un meurtre, mais juste de la volonté de tuer et de sa mise en œuvre. Et ça l'est d'autant plus à une époque comme la nôtre, où peu importe par où on prend le bout, en fait, il n'y a aucune nécessité à tuer quelqu'un. Enfin, je veux dire, je parle, nous, dans nos pays, on n'est pas en guerre. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour se nourrir dans la majorité des cas. Je rappelle d'ailleurs que sur le plan historique et statistique, il y a de moins en moins d'homicides dans les pays aux économies avancées. Alors, tuer quelqu'un qu'on aime parce qu'il y a 4 types qui nous disent de le faire, et en plus leur donner raison, forcément que ça va en perdre pas mal des spectateurs, à commencer par moi. Donc c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs reprises avec Shyamalan. Voilà, enfin, on lui fait aussi pas mal dire ce qu'il ne dit pas. C'est un phénomène, pour reprendre un titre de ses films, qui tient de la projection. À mon avis, c'est plus simple que ça. En fait, il veut faire quoi, Shyamalan ? Je pense qu'il veut raconter des histoires qui sortent du lot, qui sont très originales. Moi, je le reconnais, c'est original ce qu'il raconte. Nakaz de cabine, c'est très original, on ne peut pas lui retirer. Sauf que je trouve qu'il a de plus en plus de difficultés à se distinguer du tout venant, et ça donne ce côté un peu rebutant, voire stupide. Moi, je me sens un peu débile devant. C'est un des seuls réalisateurs contemporains qui me fait cet effet. Et comme j'avais dit, je le trouve très bon dans son exécution, c'est toute la démarche. Après, oui, il s'inscrit dans le sillage de Spielberg, c'est indéniable, c'est un peu son héritier, mais c'est un peu pour moi l'héritier qui s'est perdu sur un chemin de traverse dans la forêt, le loup il l'a bouffé, on l'a pas retrouvé, quoi. Tu trouves qu'on intellectualise trop le cinéma de Shyamalan, en fait? Je pense, et je pense vraiment que c'est une erreur d'appréciation. Mais peut-être l'avenir me donnera tort, hein, mais là, à l'heure actuelle, je pense que c'est une erreur d'appréciation, et j'irai même plus loin, une erreur d'appréciation critique. Parce que c'est quelque chose qui vient quasi exclusivement de la critique, et au bout d'un moment, je pense que côté spectateur, il y a un bon sens. Alors certes, un spectateur lambda aura toujours le regard, on va dire, moins façonné, moins taillé, moins ciselé que la critique, mais je pense que du coup, à l'inverse, parfois, notamment côté critique, ça empêche d'avoir un certain recul sur ce qu'on regarde. Pas toujours, hein, mais il y a des moments où ça ne marche pas, et là, je pense que c'est une erreur.
En fait, moi, je trouve que Shyamalan, c'est plutôt un équilibre entre les deux. Ça reste quand même un cinéaste qui a un plaisir primaire et forain à mettre en place des histoires farfelues qui se développent avec une belle mise en scène, etc. Ça fait partie du plaisir. Et en même temps, comment dire, il y a un rapport exceptionnel, à la fois adulte et aussi enfantin à la fiction, aux histoires, aux mythes, aux contes. Qui pour moi, c'est quand même synonyme d'une certaine profondeur qu'on peut certes rejeter en bloc. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que c'est souvent mis en scène tout ça à travers le regard d'enfant. Là, c'est Wen dans Knock at the Cabin. Enfin, le côté enfantin, il est retranscrit avec notamment l'enfant qui est passé au centre de l'histoire. Et ça, c'est bien fait. Hein. Ouais, après, c'est pas forcément... Dans Old, c'était un peu pareil. Il y avait les enfants aussi au cœur de l'histoire. Oui, c'est vrai. Non, après, c'est pas forcément comme chez Spielberg, par exemple, c'est l'enfant. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et justement, enfin, cette façon d'interroger les fictions et la croyance, elle n'a pas d'égal dans le cinéma contemporain. Knock at the Cabin, c'est certainement un des Shyamalan les plus mineurs, mais même un Shyamalan mineur, à mes yeux, est un film majeur dans le paysage cinématographique actuel. C'est surtout un film sur lequel il y a des choses à dire, je pense. Voilà. Au moins, tu le reconnais. Il y a des visions, une direction d'acteur et de la mise en scène je pense, on ne verra pas beaucoup cette année. Je pense qu'on en a fini avec... Oui, on a dit beaucoup de choses. Toujours pareil, faites-vous votre propre avis en allant le voir. Voilà, et donc toi et moi, on restera en tout cas irréconciliables sur Shyamalan. Pour des temps antédiluviens. Immémoriaux. Je te propose de passer à un film beaucoup plus intimiste, mais qui est en train de connaître une vraie hype suite à la nomination aux Oscars de son acteur principal, Paul Mescal. Je parle évidemment de Aftersun de Charlotte Wells. Premier film de la réalisatrice Charlotte Wells, Aftersun, qui a gagné un prix de la French Touch à la semaine de la critique à Cannes, prix que je connaissais pas d'ailleurs. Tu le connaissais toi, Morgane ? En fait, c'est un nouveau prix. Ah, c'est nouveau depuis l'an dernier ? Ouais. D'accord. Et ça consiste en quoi ? C'est un jury en fait labellisé French Touch et du coup il donne un prix pendant le festival dans le cadre de la semaine de la critique. D'accord. Donc Aftersun, comme je disais, a gagné ce prix-là. Le film est relativement passé sous les radars jusqu'à ce que son acteur, principalement connu pour la série Normal People, je veux bien évidemment parler de Paul Mescal, fasse partie des nominés dans la catégorie meilleurs acteurs aux Oscars. Relativement, parce qu'il a quand même gagné le Grand Prix à Deauville, même si c'est pas le festival le plus prescripteur. C'est ça. En fait, ça a surtout intéressé côté critique, mais côté spectateur, on va dire que il y a eu un emballement depuis la nomination récente aux Oscars. Donc, le buzz aidant, le film secondé par, comme je le disais, une critique assez enthousiaste au sujet du travail de Charlotte Wells sur la mémoire et pas que, risque bien de devenir la sensation art et essai de cette fin d'hiver. De quoi le film traite-t-il, Morgane ? Alors, avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d'été passées avec son père 20 ans auparavant. Les moments de joie partagés, leur complicité, parfois leur désaccord. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux, la sourde et invisible bonasse d'un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ses souvenirs des réponses à la question qui l'obsède depuis tant d'années. Qui était réellement cet homme qu'elle a le sentiment de ne pas connaître ? Enfin, je sais que je vais passer pour une sans-cœur, mais je suis sortie de Aftersun un peu perplexe. J'ai adoré les acteurs, l'ambiance m'a parlé. Après, je suis pas une grande fan initialement des films de vacances. Enfin, les derniers du genre, dans des registres complètement différents que j'ai appréciés, c'était Eva un août, À l'abordage de Guillaume Braque. Et là, je suis un peu plus mitigée. En fait, il y a des choses que j'ai appréciées, d'autres moins. J'ai pas, par exemple, la nostalgie de mes années d'enfance, les années 90. Si je veux voir un film qui me met dans cette ambiance-là, je vais plutôt me diriger vers des films des années 90. Là encore, dans des films qui n'ont rien à voir, des thrillers d'Adrian Lyne, du Paul Verhoeven, pour la faire courte. Je vais regarder des films des années 90 si je veux entendre parler des années 90. C'est-à-dire que ta nostalgie, des années 90, c'est les thrillers érotiques. Oui, du coup, je suis pas trop la cible, en fait, malheureusement. Enfin, je raconte aussi ça pour expliquer que, dans tous les cas, la nostalgie, la mémoire aussi, et moi, ça fait deux. J'aime pas du tout ce qui parle du passé, donc forcément, un film qui parle du passé, ça va être un peu compliqué. Je suis pas la bonne cliente. Et j'ai du mal, du coup, à m'émerveiller devant un film comme Aftersun,
qui s'attarde sur la formation d'un Polaroid pour nous parler de la mémoire, par exemple, ou qui utilise un caméscope de l'époque pour insérer des images très granuleuses au rendu vintage, et surtout, et j'ai envie de dire même d'autant plus, si le film n'en fait pas un vrai outil de mise en scène. Je vais avoir l'air sévère, mais on me voit venir, je crois. En fait, j'aime bien, dans des films, quand les objets servent à autre chose, on va dire qu'à leur utilisation première. Et c'est encore plus le cas pour des objets qui produisent de l'image, de la photo, de la vidéo, etc. C'est par exemple, mais on en parlera au 14e épisode d'Arrêt Caméra Morgan, c'est par exemple ce que j'ai adoré, tu sais où je vais en venir, dans The Fabelmans de Steven Spielberg, c'est, à contrario, ce qui m'a principalement manqué avec Aftersun. Oui, Julie, je suis d'accord avec toi. On en parlera de toute manière, je pense, dans le 14e épisode. On fera un petit lien avec Aftersun. Sur le principe, moi, j'adhère totalement aussi au projet de Charlotte Wells. On sent la part autobiographique d'un tel projet. C'est certainement ce qui fait toute la valeur des scènes entre Sophie et son père Callum. En fait, le film, en tant que journal de vacances estival, est plutôt réussi, bien qu'on ne voit rien de très transcendant, notamment en matière de mise en scène, si ce n'est quelques utilisations des reflets, oui, à travers un écran de télévision, sur une vitre qui se reflète le visage du père. Enfin, Il y a aussi de la double impression, je crois, un moment entre Callum et le ciel. Et, oui, pas mal de fois, en fait. Oui, enfin, c'est celle qui m'a le plus marqué, parce qu'elle revient plus souvent. Oui, carrément, j'ai trouvé ça joli, voilà. Pour le coup. C'est souvent, d'ailleurs, un procédé qui est utilisé justement pour la mémoire, les films qui travaillent là-dessus. Donc j'aime beaucoup les films souvenirs. Le modèle du genre, c'est évidemment Le Miroir d'Andrei Tarkovsky, mais ce dernier reposait surtout sur une forme poétique. Le film de Charlotte Wells part, lui, du film de vacances, en fait. Là. Bon, il y a quand même, Morgane, de la poésie dedans, hein, bien évidemment. Alors non, quand je dis poétique, c'est-à-dire qu'en fait, le film de Tarkovsky, c'est la voix off, c'est il y a comment dire des scènes oniriques. D'accord, oui, effectivement, là on n'est pas dans l'onirisme. Oui, pas du tout même. Enfin, c'est du film de vacances quoi. Tu l'as dit Julie, donc le film il utilise des films faits à l'aide de caméscope, de caméras DV. Alors DV, ça veut dire quoi? Ah, je sais plus le terme exact, mais tu sais, DV c'est avec les petites cassettes. Ah oui, qu'on a inséré sur le côté. Exactement. Mais oui, effectivement. Comme il a pullulé dans les années 90, on comprend le fétichisme de l'objet de la réalisatrice, qui a certainement, pour qui ça a été certainement sa première expérience concrète de la mise en scène, et pour qui son père était peut-être lui aussi une sorte de réalisateur. Le film s'ouvre notamment avec une scène tournée à la caméra DV, c'est la première scène du film, avec ce grain qu'on connaît tous, particulier et reconnaissable. Je trouve toutefois dommage qu'après cette séquence initiale, l'objet, comme tu disais, soit relégué au rôle de pur accessoire, un objet du décor, du moins jusqu'à la scène finale. Alors oui, c'est l'objet qui relie Sophie et son père dans le spectre du temps, c'est la dernière scène qui est plutôt très belle, qui est un panoramique qui passe de la fille en fait à l'âge de 30 ans, avec sa caméra dans les mains, à son père qui aussi a une caméra dans les mains. Mais entre les deux scènes, il n'y a pas grand-chose. Enfin, je parle entre la scène du début et la scène de fin, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est des flâneries répétitives, formellement et narrativement pas forcément intéressantes, ou encore quelques séquences de faux suspense qui m'ont plus irrité que scotché. Encore une fois, tout n'est pas acheté, loin de là même, mais je suis passé à côté du torrent émotionnel du film, car j'y ai vu davantage les manières faites ailleurs et en mieux. Concernant le faux suspense, je pense l'avoir trouvé plus réussi que toi, Morgane. Je rebondis sur ce sujet-là que tu as apporté, parce qu'à plusieurs reprises, c'est peut-être naïf de ma part, mais moi, c'est justement par ce biais-là que le film m'a souvent transporté. J'étais persuadée, en fait, qu'il allait se passer quelque chose de grave quand Sophie, par exemple, elle est laissée livrer à elle-même tard le soir. Enfin, moi, de mon côté, j'aurais été parent, j'aurais jamais laissé ma fille ou mon garçon faire ça. Ou alors quand son père Callum, dans la nuit noire, il se jette tête la première dans les vagues de la Méditerranée. Je crois qu'ils sont au bord de la Méditerranée. Ouais, c'est une île, enfin c'est en Turquie, donc je suppose. Oui, mais la Turquie, il y a la partie, voilà, mer Noire, Méditerranée, mais on va dire que c'est la Méditerranée. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, faut nous le dire. Donc voilà, quand il se jette dans les vagues en pleine nuit et qu'on le voit pas revenir, moi je me suis dit, mon Dieu, il s'est suicidé.
Bon, après, il est revenu, mais je croyais qu'il était mort. Ça m'a angoissé, ça a marché sur moi. L'idée, elle émerge un peu parce qu'on. Non, mais c'est une métaphore, on est d'accord. Oui, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé de grave et voilà. On va dire, allez, on va pas dire que c'est une métaphore, on va dire que c'est une suggestion assez forte. Bref, ça a très bien fonctionné sur moi, ce genre de choses. Il y a beaucoup de pistes qui vont dans le sens du drame. Comme quand on le voit subitement sangloter, on sent que c'est un homme qui porte beaucoup de choses sur lui. Par exemple, voilà, dans cet ordre d'idées, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est la manière dont elle filme le corps de Paul Mescal, qui est quand même un homme assez carré en termes de structure de corps, quoi. C'est quasiment une armoire, je trouve. Enfin, je dis pas ça péjorativement, hein, mais bon, bref, il a des épaules très carrées. Il a des gros bras, une épaule voilà. carrée. Mais ce qui est quelque part très intéressant, je trouve, dans le film, c'est que en fait, quand on y regarde très bien, elle filme tout le temps Paul Mescal comme si il portait le poids du monde sur son corps. C'est-à-dire qu'il est toujours filmé, son corps fait un drôle d'angle. C'est qu'il est... Et je pense savoir pourquoi, c'est qu'à mon avis, c'est un acteur qui fait de la musculation et qui, en fait, a surtout développé au niveau des muscles de son corps, les épaules et le haut du dos. Et donc, ces muscles, on a l'impression qu'ils ressortent plus que sa tête. Et comme ils sont légèrement surélevés et que la caméra les filme souvent comme en contre-plongée, on a cette impression d'un colosse, littéralement d'un colosse. Et je pense que ça, c'est fait exprès pour montrer qu'il est filmé à hauteur d'enfant aussi. C'est-à-dire quand on est enfant, on imagine toujours les adultes comme des colosses. Mais là, on le voit, nous aussi, en tant qu'adultes, quand on regarde le film comme un colosse. Et en même temps, comme un colosse qui est systématiquement brisé. Il y a une brisure chez lui, mais avec ce corps qui s'ajoute, ses larmes et ses actions qui, parfois, je trouve, sont pas vraiment justifiées. Enfin, pourquoi il laisse Sophie toute seule? Pourquoi il se jette tête la première dans l'eau? Pourquoi il s'extasie devant un tapis super cher et plonge tête la première dedans comme si c'était une échappatoire à sa vie? Enfin, il y a beaucoup d'inconnus à ce niveau. Et moi, s'il y a vraiment une chose qui a marché sur moi par rapport à Aftersun, c'est tout ça. C'est, on va dire, tout ce côté finalement que j'ai trouvé mystérieux et fascinant. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, quoi. Il y a dans Aftersun quelque chose de l'ordre de l'inquiétante étrangeté, et c'est ce côté-là qui a le plus marché à mes yeux que tout ce qui est finalement mis en avant quand on parle du film, c'est-à-dire le volet nostalgique. Et là, d'ailleurs, le côté, on va dire, très normal d'Aftersun, partir en vacances à l'étranger, justement, grâce à toute cette inquiétante étrangeté, on sent que ce ne sont pas des vacances classiques, pour les raisons que je viens d'évoquer, détaillées. Mais d'un autre côté, ce truc-là qui a pris chez moi, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que je me dis, ah bah oui, c'est malin de la part de Charlotte Wells, parce que je me suis fait avoir. En fait, j'ai cru qu'il allait y avoir un drame dans Aftersun. J'y croyais du début jusqu'à la fin. Oui, en fait, il est caché, en fait, le drame. Voilà, c'est-à-dire, dit abusivement, il n'y a rien. Non, mais c'est dit abusivement. Il n'y a pas de drame. Mais il est caché. Donc, comme il est caché, on ne peut pas tout à fait dire qu'il n'y a rien, mais en même temps, il n'y a rien. Donc, on va dire que c'est du hors-champ. Voilà, il est sourd. Oui, non, mais c'est du drame en hors-champ. Ouais. Mais du coup, donc d'un côté, j'ai trouvé ça malin, et d'un autre, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir été déçue, parce qu'en fait, j'aurais vraiment aimé qu'il se passe quelque chose à l'écran en ce sens, et que ce soit pas une suggestion forte de type hors-champ. Pas forcément du drame, hein. Je voulais pas qu'il leur arrive quelque chose, ou que quelqu'un meure, ou quoi que ce soit. Mais enfin, je voulais qu'il arrive quelque chose quand même qui me sorte un peu du volet film de vacances qui a, on va dire, augmenté ma torpeur. Ah oui, c'est marrant. Moi, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est tout ce qui est l'ordre du faux suspense, en fait, inquiétant, qui, certes, a une utilité dans le film parce que ça amorce l'idée qu'il y a eu un événement tragique qui s'est produit. On suppose que c'est la mort, la disparition du père.
qui entraîne du coup tout ce souvenir, ce parcours mémoriel de Sophie. Mais je trouve que ces scènes, elles apportent un peu d'artificialité, un truc un peu forcé pour qu'on y succombe en fait en tant que spectateur. Le pire, c'est évidemment les séquences que j'appelle de sas imaginaire, mental, où Sophie rencontre son père avec le même âge, parce que on voit Sophie à ce moment-là à 30 ans. Oui, c'est le souvenir en fait qui se matérialise devant ses yeux. Voilà, qui est l'âge de son père, et en fait elle accède à une scène en fait qu'elle n'a jamais dû voir au fond, où en fait son père est au milieu d'une foule, sûrement une rave party, une boîte de nuit, où il danse de manière assez dynamique. Hein. Oui, libéré, oui. Enfin, voilà. Et en fait, puis elle s'approche d'elle, c'est compliqué, il y a plein de gens, on comprend, hein, c'est le souvenir, il faut fouiller à l'intérieur, etc. Et quand elle arrive vers lui, ils s'enlacent, ils sont contents de se retrouver. Lui, il est toujours un peu dans son monde, bon, il est mort, hein, ou disparu. Et après, ça, c'est que des suppositions de notre part, c'est ce que le film suggère, ce qu'on en déduit, etc. Et après, il chute, en fait, et il chute dans le vide, dans le néant. Et on peut supposer que c'était ce qui lui est arrivé. Il a eu une overdose, parce vu l'état dans lequel il est, on peut supposer qu'il a trop bu, soit il a pris de la drogue. Et ce passage découpé est dilué pendant tout le film, parce qu'en fait, on y revient souvent, et en fait, on a l'impression que c'est le parcours en fait, de son entrée dans ce sas jusqu'à son père. C'est une seule et même scène qu'elle a découpée en plusieurs parties. C'est une rengaine qui est remontrée de manière légèrement différente jusqu'à ce que on puisse éventuellement se faire une idée plus ou moins précise de ce qui s'est passé. Voilà, et le problème que j'ai avec cette séquence, c'est qu'en termes de manifestation onirique, je trouve ça quand même très classique, très banal. Notamment l'utilisation des stroboscopes, que pour moi, il y en a marre des stroboscopes, il faut arrêter d'utiliser les stroboscopes au cinéma quand on veut faire du bizarre, de l'étrange. Je suis d'accord, c'est devenu un peu une facilité du cinéma indé de faire du stroboscope. Parce que c'est pas cher. Je suppose. Bah, ça fait de l'effet sûrement à peu de coûts, mais après voilà, je suppose que le film n'a pas coûté énormément non plus. Je comprends aussi. Mais voilà, c'est toujours la même rengaine depuis Lynch, hein, parce que c'est Lynch le pro du stroboscope. Est-ce que c'est Lynch qui a commencé à en faire? Alors ça, j'en sais rien. Ah bah oui, bon, je pose une question. Sacrée question. Il faudrait avoir un bouquin ou un texte critique analytique sur le stroboscope au cinéma. Mais voilà, on se souvient des séquences de Twin Peaks, et pas que, hein, mais avec le stroboscope, voilà, c'est souvent pour créer une étrangeté, et en fait, ça fait des années qu'on l'utilise, il aurait pu trouver quelque chose d'un peu plus intéressant. Bah c'est vrai que c'est une forme qui a été usée jusqu'à la corde. Du coup, elle est pas très surprenante. Après, voilà, là, on parle en tant que spectateurs qui avons l'habitude de voir des films, et notamment des films au cinéma. Je pense que cette utilisation-là des lumières comme ça, pulsées, c'est quelque chose qui, pour un spectateur lambda, ça fait toujours son effet. Ah non, bien sûr. Notamment alors, quand je dis toujours son effet, je vais être plus précise, son effet dans une salle de cinéma, parce qu'il fait tout noir, et du coup, on lui envoie de la lumière à la figure, donc ça fait son effet. Je pense que clairement, on est dans le cas là où sur une télé, ou sur un écran de téléphone, ou sur un écran d'ordinateur, l'effet n'est pas du tout le même, il tombe complètement à plat. Ah, c'est sûr, oui. Le principe de l'écran de cinéma, la lumière se projeter sur l'écran et le noir autour, oui, ça fait plus d'effet. Avant de raccrocher sur Aftersun, je vais quand même dire que j'ai beaucoup apprécié les acteurs dans le film, que ce soit Paul Mescal qui joue Callum, le père, ou Frankie Corio dans le rôle de Sophie. Pour le coup, je trouve que la nomination de Paul Mescal aux Oscars, quand bien même j'ai pas adoré le film, elle est complètement justifiée. J'ai lu, Morgane, sur le site Chaos Reign, pour lequel tu écris parfois, que concernant Frankie Corio, elle n'a aucun lien, ni de près ni de loin, avec le monde du cinéma. C'est son tout premier rôle. Elle est écossaise. Sa mère a juste répondu à une petite annonce dans un journal pour le film Aftersun, et elle a décroché le rôle. Pour quelqu'un qui n'a rien fait à fond, je l'ai trouvée incroyable, lumineuse, étonnamment mature, et toujours dans une justesse assez touchante. Tout autant que donc Paul Mescal, pour moi, elle fait vraiment la force du film. On quitte les relations père-fille pour les relations de couple avec notre sortie VOD de la semaine, You People sur Netflix.
You People est le premier long métrage de Kenya Barris, un producteur, réalisateur et acteur issu du monde de la télévision. Il est notamment le créateur de la sitcom multi-récompensée Blackish. La collaboration avec Netflix se poursuit après avoir signé une série nommée Black AF, on suppose que c'est Black as Fuck, en 2020 pour le géant du streaming. Pour ses débuts dans le long format, il s'est entouré d'acteurs connus comme Eddie Murphy, Jonah Hill, qui a notamment coécrit le scénario avec Kenya Barris, David Duchovny et Julia Louis-Dreyfus. Tu peux nous parler de quoi parle le film, Julie ? Allez, donc c'est Ezra et Amira qui tombent accidentellement amoureux l'un de l'autre et décident, après plusieurs mois d'une histoire d'amour sans ombre au tableau, de se marier. Mais leurs familles respectives finissent par poser des problèmes à leurs désirs louables et mutuels, que ce soit le père d'Amira et sa dureté, ou la mère d'Ezra qui fait gaffe sur gaffe. Toi et moi, Julie, ne sommes pas familiers du travail de Kenya Barris. Non, d'ailleurs, je crois que c'est la première production qu'on voit de lui. Enfin, moi, j'ai jamais vu autre chose avant You People de lui. Pareil, je regarde pas de série, toi non plus, donc... on est beaucoup trop snob pour ça. J'ai lu quelque part qu'on lui reproche d'être obsédé par les scénarios sur des groupes ou des relations interraciales. C'est effectivement tout ce sur quoi repose You People, hein. Les difficultés pour deux personnes issues de groupes ethniques différents de nouer une relation amoureuse. D'ailleurs, le film le dit par l'intermédiaire d'une des protagonistes, qui est la meilleure amie d'Ezra, avec qui il co-anime un podcast. Comme de par hasard. D'ailleurs, c'est marrant, pardon pour l'aparté Morgane, mais je me rends compte que là, dans You People, l'activité de Ezra, c'est de faire un podcast. Dans une autre comédie américaine qu'on a vue récemment, Bros, l'activité d'un des personnages principaux, c'était aussi de faire un podcast. Je sais pas pourquoi, on dirait que dans toutes les comédies américaines, le premier des métiers des personnages, c'est créateur de podcast. Alors, je sais pas si les États-Unis ont un délire sur les podcasts, mais effectivement, je pense que... ça pose question, enfin, 2 fois de suite. Bon, c'est sûr, ils vont pas nous montrer des plombiers. Enfin. Oh, ça peut être très drôle. Donc, en fait, oui, ce qu'elle lui dit, c'est que les Blancs et les Noirs ne peuvent pas s'entendre. Une idée qui est évidemment déconstruite tout au long du film. Un projet qui ressemble de loin à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron. De loin. Ouais, mais de très très loin. Ouais, non, mais tu vois quand même. D'ailleurs, il y a dans le film de Philippe de Chauvron, en fait, t'as la fille, la dernière fille de la famille, qui les autres filles se sont mariées avec. Il y a un asiatique, un juif, un arabe, et en fait le dernier c'est on attend, les parents espèrent qu'elle va se marier avec un blanc, et quand elle annonce que c'est un catholique, ils sont super contents, et en fait c'est un noir, et tout le film, en fait, le père du Christian Clavier, non, enfin le père de son futur mari. C'est pas lui qui joue Oui, si, mais non, mais le père de son futur mari, d'accord. Qui est noir, donc, et Christian Clavier se rencontrent, et ça se passe pas bien, donc en fait c'est pour ça que ça ressemble quand même pas mal. Alors je pense pas qu'ils aient vu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais en tout cas le film s'en sort, enfin You People s'en sort avec plus de finesse et bien moins de racisme au final. C'est sûr qu'on n'est pas tant gêné par le film qu'on rigole avec ces personnages hauts en couleur, et non, c'est pas une blague raciste. Je vais évacuer le principal souci de You People, c'est que c'est un film que j'ai trouvé ultra référencé dans ses dialogues. Si on n'écoute pas un seul rappeur, ce qui est mon cas, je suis désolée, j'aime pas le rap, si on n'est pas familier avec un socle commun de références au niveau de la culture américaine qui invoque pêle-mêle des artistes musicaux afro-américains, des rappeurs donc, des représentants de la culture noire en général, certains phénomènes sur Internet, on va vite se sentir largué. Je trouve que c'est pas une comédie qui peut être accessible pour tous. C'est un film drôle en soi, mais il le sera que pour certains, pas tant à cause de son sujet, ni du choix d'en faire une rom-com, mais parce que voilà, ça peut vite devenir incompréhensible. Alors, j'ai quand même compris la majorité des blagues, mais dès que ça parlait de rap, non. En fait, tu veux dire que c'est le tard du rap ? Oui. Le tard, donc Cate Blanchett, oui. Parce qu'au début du film, il y a quand même tout un discours sur... Enfin, de tard, il y a tout un discours sur la musique classique, l'utilisation des... Je ne m'entendais pas à cette comparaison, Morgane. Tu m'as pris de court. J'ai failli ne plus dire un seul mot et le podcast aurait semblé gênant. Mais oui, dans l'idée, c'est ça. Donc il faut croire que le cinéma a décidé subitement d'être exigeant et ultra référencé. Bon, pourquoi pas.
Donc là, dans You People, les films... pardon, pas les films, n'importe quoi. Les dialogues sont presque surécrits, tout est calibré, c'est très bavard. Après, voilà, c'est le genre qui veut ça, de parler autant. Et sur 2 heures, je trouve que ça peut vite virer à l'indigestion. Hormis cette réserve, j'en ai pas vraiment d'autres. Oui, alors en fait, c'est marrant parce que tu dis que le film est très référencé, etc. Et en fait, le problème principal du film, c'est que la plupart des blagues qui se font entre eux qui convoquent des références ne sont pas très drôles, en fait. C'est des trucs de niche, quoi. C'est un peu des private jokes. Voilà, c'est ça. Ouais, tu as mis le doigt sur ce qui m'a un peu gêné, Morgane, c'est qu'on est plus dans la vanne private joke et lié à des groupes, à des cultures, à des normes, à des groupes en fait sociaux qui sont reliés par quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est le milieu social, c'est la couleur de peau, etc., etc. Mais je crois que en fait, quand j'y pense et quand je pense à la comédie américaine, à l'heure actuelle, dans les années 2020, c'est finalement le genre majeur de la comédie américaine, c'est-à-dire private joke sur private joke. Oui, en fait, ça découle un peu du cinéma de Judd Apatow, Oui. Où en fait, tu as des comédies très écrites, très stand-up, en fait. C'est ça. Avec beaucoup de vannes, beaucoup de punchlines dans les dialogues. En fait, le film, justement, You People, découle de ça. D'ailleurs, Jonah Hill, qui était un des acteurs phares du cinéma des productions de Judd Apatow, c'est pas étonnant de le retrouver d'ailleurs à la coécriture de ce film. Alors, en fait, c'est étonnant parce que les meilleures scènes du film, je trouve que c'est celles qui se basent justement sur le comique de situation, sur les gags, plutôt que sur les dialogues un peu salés. C'est vrai. C'est un film et pas un spectacle de stand-up, que diable. D'ailleurs, c'est à se demander si le film n'a pas été écrit ainsi par Jonah Hill et Kenya Barris, comme une sorte de dialogue entre les deux qui se vannent, comme s'ils faisaient un show entre eux. Ça explique pourquoi les séquences sont découpées et collées entre elles comme des sketchs. Il y a d'ailleurs des transitions qui sont très marquées, qui font très sitcom entre chaque séquence. Oui, il y a des sortes de plans entre séquences. De la ville de Los Angeles. Voilà. Ouais. Et non, mais ça rappelle aussi, n'importe quelle série américaine. Tiens, on va prendre Emily in Paris, du genre plan sur Paris, plan sur Paris, plan sur Paris. Hop, scène avec ce qui est censé être un gag, mais c'est pas drôle. Voilà, bon. Il y a un peu de ça, mais là, c'est mieux fait. Hein, oui, mais c'est ça, c'est de la sitcom. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est une sitcom, mais de 2 heures. Et ça explique aussi pourquoi la mise en scène, elle est statique, presque empruntée. C'est un film assez pauvre sur ce point, en fait. C'est clair que You People manque de respiration, mais après, voilà, il se tire une balle dans le pied avec son format sitcom dont tu as justement parlé, Morgane. À cause de ce découpage, on charge la mule, et là, on cherche sûrement à faire rentrer trop de choses dans une case à chaque fois. Tout va très vite, les dialogues, les expressions... l'œil est surchargé de couleurs, de vêtements, de styles, de maquillage. Enfin, moi, le film m'a submergé comme une valise en voyage trop lourde à porter. Enfin, je dis ça, j'ai bien aimé parce qu'après, j'ai passé un bon moment avec. Mais il y a un côté hyper actif qui essouffle. Cela dit, il y a des rôles qui se sont clairement dégagés du lot et qui m'ont fait pas mal marrer. D'abord, Eddie Murphy, que j'étais ravie de retrouver en père noir musulman, pince sans rire, prêt à tout pour défendre sa fille. Il y a aussi David Duchovny, volontairement vieilli, un peu défraîchi, courbé, largué en père juif qui a tendance à faire des gaffes et à radoter. Enfin, dans 2 registres assez distincts, ce sont les personnages que j'ai trouvés parmi les plus attachants. Oui, les acteurs sont bons, hein, et comme souvent avec ce genre de comédie, ce sont les seconds rôles qui brillent. C'est vrai. Julie, tu cites justement Eddie Murphy, qui est génial en père ordurier. Enfin, c'est un con, quoi. À des années-lumière du type sympa dans lequel on a eu l'habitude de le voir. Et j'ai aussi beaucoup aimé Julia Louis-Dreyfus, qui joue la mère juive de Jonah Hill, qui est envahissante, superficielle, et qui est ravie d'avoir une belle fille noire parce que c'est à la mode. Et qui enchaîne, comme tu disais, gaffe sur gaffe. C'est un rôle qui colle à la peau à l'actrice, qui s'est fait connaître avec ses rôles dans Seinfeld et VIP. Je pense que tu seras d'accord, Julie, mais You People fait partie de ce genre de film Netflix un peu mid, on va dire, de milieu de gamme, comme Young-Hee, dont on a parlé dans l'épisode précédent. C'est le genre de contenu qui, je trouve, a sa place sur Netflix. Oui. Ça ressemble aux films sans prétention, qui se regardent sans déplaisir, qui me rappellent, moi, les genres de films que j'avais l'habitude de louer le dimanche soir avec mes parents. C'est ce truc un peu... Carrément, mais tu vois, je me dis, c'est le genre de film qui a, on va dire, allez, 15-20 ans, serait sorti direct en cassette vidéo. Voilà, c'est ça. Bon, allez, DVD. Du DTV, ouais. Oui, les cassettes, c'était encore avant.
Mais cela dit, un film comme You People, il serait sorti en salle de cinéma, ça m'aurait pas choqué pour autant. Ah non, Yogi, non, c'est bien sûr. pareil. Enfin, ce sont pas non plus des catastrophes. Bon, bah, Morgane, nous en avons fini avec ce 13e épisode d'Arrêt Caméra. Au programme pour dans 15 jours, on a prévu de parler, comme on l'avait déjà dit à peu près au début de l'émission, du fameux The Fabelmans de Steven Spielberg, que nous avons déjà vu. De Hong Sang-soo, et oui, vous l'attendez, il revient avec La Romancière, que nous avons également déjà vu. Oui. Et c'est quoi le troisième? Il m'en manque un. La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov. Ça y est, je l'ai. Le seul que nous avons pas vu au programme. Et en film VOD SVD, on n'a pas encore choisi. C'est un peu le vide en ce moment. Oui, on va bien trouver. finir par trouver, je m'en fais pas. D'ici là, on vous dit bonne écoute et à très bientôt. Dans 15 jours. Salut. Salut.